C'est criminel. Ce que fait Plantu est totalement criminel. Lui, il pense que j'ai juste fait un dessin, je fais juste une comparaison. Ouais, t'as raison, ouais. T'as bien raison, ouais. C'est ça. Non, c'est un truc de ouf. Hello tout le monde et bienvenue dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Je suis Kevin Razi et on est là, enfin réunis pour le premier épisode de cette année en compagnie de Dr H à ma gauche. Salut. Et oui, ça y est, il est là et il n'est pas venu les mains vides. Vous allez voir. Il a ramené quelque chose avec lui. On a évidemment ma chérie à la réalisation et au montage, Gaël Canyon. Et Mani le chat qui est affalé sous la table basse. Évidemment, voilà, la fine équipe est réunie. Ça y est, enfin, on retrouve notre Dr H. On vous retrouve aussi, ça nous fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas papoté ensemble. Tu as plein de choses à nous raconter. Oh oui, parce que déjà en plus t'as séché de ouf. Hein. J'ai vu la chemise, là je vois que c'est plus la même chemise que je vois d'habitude. Non, c'est pas la même. Même elle est là genre, oh, bah alors, attends, on a de l'espace, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non là vraiment, le gars est revenu, c'est un autre homme. Il va nous raconter son expérience aussi parce qu'il a été en Indonésie, ça a duré presque 2 mois. Et tu peux la montrer, hein. Ouais. Il a la médaille de bronze du championnat du monde de Pencak Silat. Ouais, là, c'est ta caméra. C'est ça. Et oui, il a ramené la médaille à la maison, putain. Non. De bronze, mais... Mais c'est la médaille quand même. Elle est lourde. Elle est lourde, on l'a palpée, elle est très lourde. Avant de commencer, je vous remercie déjà de nous soutenir. N'hésitez pas à vous réabonner si vous nous regardez sur Twitch. Hein. Les abonnements Prime, c'est tous les mois qu'il faut le faire. Sur le Tipeee aussi, donnez de la force, ça fait plaisir. Si vous avez des entreprises et que vous voulez nous aider, vous pouvez aussi, comme a fait E2TS, le bureau d'ingénierie, ou alors J-Flow Gangs, le cabinet paramédical en Haute-Savoie, merci beaucoup. Ou encore le Cha Food Truck qui nous aide, merci. Cuisine cambodgienne du côté de Tigerie dans le 91. On va lire quelques réactions au dernier épisode et puis ensuite on va mettre les pieds dans le plat parce qu'il y a eu pas mal de choses quand même. Oh là là, oui. Ah ouais, là on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à traiter. Premier message, là on a une réaction de quelqu'un qui nous dit, alors je sais même plus sur que c'est les réacts de quelle vidéo. Encore merci pour ton travail et ton engagement. On aime ça les artistes qui portent leurs balls. Je ne sais pas si tu suis Juan Branco. Il a l'air d'être très chaud pour les prochaines élections avec un programme et un gros changement du système. Alors merci beaucoup pour le compliment. Juan Branco, moi je suis très partagé. J'arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a... aussi il est partagé de toute façon. Ouais. Tu sais, c'est l'anti-système qui vient du système. Ça c'est pas le problème. C'est pas un problème en soi. C'est même parfois bien. Oui, parce qu'il connaît le truc de l'intérieur. Ouais. Mais je pense que lui... Après, c'est compliqué de le dire comme ça de but en blanc, mais je pense qu'il y a des choses qu'il doit clarifier, en fait. Parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Je parle vraiment de... Ce que lui veut vraiment, je sais pas si c'est vraiment très clair. Tu vois, il y a une révolte, on le remarque bien. Oui, parce que il me semble qu'il était... il avait la même, il a partagé le même espace que Gabriel Attal, il me semble. Hein, c'est ça. Ils étaient à l'école ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le même. Ouais, c'est ça. C'est le même milieu. Donc c'est, en quelque sorte, c'est ça. C'est que si c'était entre guillemets, pour pousser le truc, si c'était pas Gabriel Attal, ce serait lui. Entre guillemets, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser en termes de quand on parle d'élite et quand on parle de reproduction dans les élites, c'est comme ça que ça se met en place. Donc c'est dans quelle mesure lui a-t-il une critique construite et poussée de tout ce système, c'est pas simple. Moi j'ai... Puis il y a eu pas mal de petites de trucs là. Bon, il y a des accusations aussi, notamment je crois, d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel. Ouais, voilà. Et je sais pas à quel point... En fait, je sais pas à quel point c'est de l'opportunisme ou pas de choisir un combat un peu comme le sien, en mode un peu comme Philippot, les narcs, qui s'est dit, bon... il y a une opportunité d'aller à l'époque au Front National parce qu'ils n'avaient pas d'énarques, parce que je peux apporter un truc et je peux monter facilement. Et j'ai l'impression que Juan Branco, parfois, alors c'est purement subjectif et ça se trouve je me trompe, mais qu'il y a eu cet opportunisme de bon, le mouvement anti-système, il y a un terreau qui est intéressant, il y a des followers. Mais c'est bien que je trouve intéressant la comparaison que tu fais. Parce que j'oserais presque te dire que je trouve que Philippot est plus cohérent que Juan Branco, tu vois. Oui, dans quel sens ? Dans le sens où c'est vraiment un itinéraire politique, où en fait, qui effectivement, pas par question d'opportunité, mais parce que ça c'est très connu, hein, c'est un méga classique, tu le trouves à droite comme à gauche.
Oui, parce que quand tu les vois qu'ils étaient tous dans les mêmes promotions et qu'ils ont choisi un peu genre tu vas au PS ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment ce délire-là. Et d'ailleurs, pourquoi il n'est plus au Front National, si on continue de l'appeler Rassemblement, on veut l'appeler Rassemblement National. Philippot, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire les désaccords qu'il avait, c'est parce que, en fait, même en termes générationnels, il était peut-être pas forcément complètement avisé du fait que ce soit un parti fasciste. Parce que lui, il a pas le tropisme ni la ligne d'une logique fascisante. Tu vois, pour donner un exemple, hein, mais c'est pas pour le dédouaner, mais Juan Branco, ce qui m'intrigue, c'est que moi, j'ai même l'impression qu'il est pas si politisé que ça dans le sens noble du terme. C'est-à-dire une vraie réflexion profonde sur les enjeux politiques et de sa position et de la situation actuelle. Tu vois, j'ai plus le sentiment d'une révolte, mais qui est plutôt personnelle. Alors subjectif, hein, j'exagère peut-être, hein, je sais pas, mais plutôt que quelque chose de... Personnellement, j'ai trouvé beaucoup plus de contenu et de cohérence dans des propos de Gilets jaunes, canal historique, tu vois, comme Boulot, et d'autres, en fait, parce que je ne sais pas tous en tête, mais voilà. Et voilà, je sais pas, il y a un truc qui... Et puis s'il est impliqué dans des VSS, ça c'est affaire à suivre. Ça c'est rédhibitoire. Il y a un autre commentaire, alors là c'est à charge sur ma gueule. J'ai eu le malheur de dire dans un dernier épisode que je sais pas si je revoterai un jour, et après j'ai dit allez, peut-être pour De Villepin parce qu'il nous fait plaisir en ce moment. Mais je pense que là, le premier degré, la team premier degré l'a pris très sale, ou peut-être que j'ai été trop convaincant. Il y a Luc qui dit « Mec, tu dis je voterai plus en critiquant les politiciens en général, en mettant LFI dans le même panier, et 2 secondes après, tu avoues que tu pourrais voter pour De Villepin ? Mec, je crois que tu mesures pas à quel point t'es matrixé. Moi, j'ai beaucoup apprécié ses interventions, mais ça reste un mec de droite. C'est pas parce qu'il va mettre de la vaseline que le résultat final sera mieux. Juste, il fera semblant d'en avoir quelque chose à faire des gens comme nous, tout en continuant une politique de droite. Tu crois quoi ? Qu'il va revenir sur les retraites ? Qu'il va augmenter les salaires ? Réinjecter de l'argent dans la santé ou l'école ? Mec, si tu crois ça, effectivement, arrête de voter, s'il te plaît. Pardon, peut-être que je me suis mal fait comprendre. Peut-être que moi-même, en revoyant les images. Mais effectivement, on apprécie les positions de Villepin d'un point de vue extérieur. Je crois que j'avais dit dans l'épisode que d'avoir quelqu'un comme Villepin à une position stratégique, à savoir le ministère des Affaires étrangères, ça peut être intéressant parce qu'il a l'air de maîtriser son sujet. Effectivement, ça reste une politique de droite, et on n'oublie pas qu'il a vendu les autoroutes pour 5 milliards d'euros, sachant que ils ont rentabilisé leur achat au bout de 1 an et demi, je crois, ou 2. C'est très rapide de rentabiliser. Enfin, quand je dis ils, c'est Eiffage, Vinci, etc. Donc, oui, voilà, sois pas si véhément que ça, j'ai dit ça comme ça. Mais effectivement, je sais pas si je vais voter aux prochaines élections. Parce que je pense que j'ai eu suffisamment de preuves du non-intérêt de mon vote. Alors, il y en a qui... Je te rappelle, on a eu la discussion avec notamment Alma Dufour sur un projet qui n'est pas sorti, mais elle nous disait, bah si, justement, si vous votez pour nous, bah, c'est normal, en même temps qu'elle dit ça, nous, on fera en sorte de changer le système, passer à une 6ème République, machin, mais ouais, allez-y, une dernière fois. J'ai l'impression de l'entendre à chaque fois. Non, s'il faut voter pour Alma Dufour, je voterai toujours pour elle. Ça, il n'y a pas de souci pour elle. Elle est fiable à 10 000%. Et ce n'est pas de la pure méchanceté de dire que c'est pas le cas de toutes les personnes qu'on retrouverait dans LFI ou ailleurs, tu vois. Donc, parce que c'est ça, en fait, hein, c'est qu'il y a des personnes de qualité qui sont d'ailleurs la sève, en fait, hein, et le noyau de l'engagement politique quand il est bienveillant, quand il est bon. Là, je parle dans le sens éthique, politique, hein, évidemment. Et en plus, voilà, elle a une intégrité. Enfin, Alma Dufour, elle est archi stylée de ce point de vue-là. Ce n'est pas la seule, mais ce n'est pas non plus. Il n'y a pas une légion. Il n'y a pas une légion non plus. Il faut être lucide par rapport à ça. Ça, c'est d'une. De deux, voter à nouveau. Bah, le problème, c'est que en fait, c'est pas le. Moi, je pense que les sociologues y votent. Ouais, trop. Ouais, beaucoup trop. Même. Bah oui, non mais oui.
Non, mais ils sont... Depuis que, j'ai presque envie de dire, ça avait commencé peut-être sûrement à la mort de Bourdieu, mais ça s'est accentué, mais franchement, archi-système, vraiment. À part certains, et j'en connais quelques-uns, mais non. Je pense que Todd, je sais pas s'il est sociologue. Non, lui, c'est tout. Lui, c'est polymath, c'est un démographe, historien, anthropologue par classe. Mais, je le vois pas voter, moi. Ouais, si. Je pense qu'il était plutôt gauche. Après, oui, bien sûr. Mais par exemple, lui, il avait bien assumé un truc que pareil, j'assumais aussi, c'est le fameux chantage du deuxième tour. C'est chiant, ça. Mais jamais. Non, mais c'est-à-dire que par contre, ouais, ça, faut qu'on soit clair. Ouais. Jamais. Parce que à un moment donné, enfin, je pense que visiblement, c'est très difficile à comprendre pour certains et certaines. C'est que ça n'existe pas le barrage, en fait. Le barrage à l'extrême droite, c'est pas vrai, en fait. À chaque fois qu'on a voté au second tour, je l'ai pas fait, hein. Je préfère, vraiment, je le dis clairement. T'as pas voté au second. Non, c'est mort. Je ne mettrai jamais. Déjà que j'ai du mal à mettre le bulletin pour des gens de gauche que je trouve tendus ou compliqués ou qui m'énervent, déjà. Alors, je vais certainement pas mettre mon bulletin pour Macron. Jamais de la vie. Ça, c'est... Je préfère décéder, hein, vraiment. Qu'on soit clair là-dessus. Et si on me dit, oui, il y a Le Pen, Zemmour, machin, même s'il y a Zemmour au second tour, ah ouais, je voterai pas. Je vous le dis, hein, je le dis très tranquillement, je ne voterai jamais pour Macron. Jamais. Parce que je tiens à préciser que c'est le même Macron qui reste 3 quarts d'heure au téléphone avec Zemmour pour lui dire que tout ce qu'il dit c'est très intéressant et qui lui demande de lui envoyer un papier pour l'appliquer. Et précisément, il l'applique parce qu'il y a des mesures qui sont passées dans la première mandature de Macron et ainsi que la deuxième qui sont clairement des recommandations de Zemmour. Heureusement qu'il n'a pas pensé à tout, Zemmour, ce gros taré, parce que sinon ce serait encore pire, etc. Et enfin, il y a... C'est dur parce que c'est dur à dire maintenant parce que déjà on a peut-être un petit peu on a tenté de le dire un peu et les gens ils ont du mal. Le vote peut être pertinent lorsqu'il est dans un contexte démocratique. Ou le non-vote a sa place autant que le vote en fait. Non, ça encore un autre stade. Ça c'est bien. Ça déjà c'est ça c'est très bien. Non. Mais tu veux dire quoi, le contexte démocratique ou en fait tout est clean. Quand c'est clean. Notamment, genre, ne serait-ce que par rapport au temps de parole, à la mise en avant. Voilà. Et la réelle prise en compte des résultats. Ouais. Oui, là, conspire, machin. Mais ouais, bien sûr. Mais parce que on va faire une petite envolée futuriste. Déjà parce qu'apparemment, il y a des gens qui pleurent du sang quand on leur dit que Macron fera un 3e mandat. Moi, mon intuition, voilà, j'ai eu ça dans l'avion, je pense, en rentrant, c'est que Macron, oui, parce que j'ai réfléchi à ça avant qu'il fasse son discours de tout pourri du Nouvel An, de toute façon qu'il est absolument inintéressant d'écouter, comme tout ce qui sort de lui. Je pense que en fait. Il va bien douiller tout le monde. Donc, je maintiens encore une fois qu'il sera président après 2027. Tu maintiens du moins qu'il se présente? Ah non, il sera président. Non, mais parce que, en fait, j'accentue ce que Todd a dit très tranquillement en 2017. C'est pour ça que c'est ouf, en fait. Et je sais que les gens ont du mal à y croire. D'ailleurs, mais comme beaucoup de gens, est-ce que des gens auraient vraiment pu croire, sincèrement, même des gens de gauche, les gens les plus à fond, est-ce que des gens auraient réellement pu croire que le président, il allait faire « Ah, j'en ai rien à foutre du résultat des législatives, mais je m'en tamponne ». Ah ouais, non, mais clairement, je vais choisir un gouvernement qui ne représente même pas le camp perdant. Non, le camp nul, le camp qui a fait 5%. Je vais choisir un gouvernement de quelqu'un qui a fait 5%. C'est du jamais vu depuis la 5e République. J'ai presque envie de dire c'est du jamais vu depuis la République tout court, littéralement. Et 2, ça n'a pas l'air de trop le perturber plus que ça. Tu vois ? Il s'est excusé à demi-mot. Excusez, jamais. Non, il a dit que c'était peut-être que ça avait créé plus d'instabilité que de stabilité. Mais toujours avec ce même système impersonnel de parce qu'en fait je dois gérer des gosses en fait. Voilà. Oui, c'est toujours je fais ce que je peux. J'y peux rien avec des nuls autour de moi. Vous comprenez ? Moi, je suis un dieu et je comprends plein de trucs et vous êtes tous nuls et médiocres. Et donc le truc, c'est ça, c'est que pourquoi parce que c'est très grave. Hein. En fait, il faut se rendre compte qu'en réalité. Les gens, ils sont là. En plus, j'ai vu des fois des vidéos sur YouTube, j'ai vu des discussions sur l'article 16. Oui, mais l'article 16, c'est un scénario peu probable. Mais pourquoi vous cherchez l'article 16 ? Il vient de le faire, là. Il le fait. Il est en train de dire le Parlement, je m'en tamponne. Le législatif, j'en ai rien à kick. Je vais même, moi, le gérer.
C'est ça qu'il fait, les 49.3. Au début, tu sais, on est là, on pense que c'est normal de faire une comptabilité des 49.3. Vous êtes sérieux ? Vous pensez que c'est ça un régime républicain démocratique ? Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir comment il a choisi François Bayrou. Parce que selon la presse, c'est vraiment suite à un entretien qu'il aurait eu avec François où il a dit « Écoute Bayrou, je vais pas te prendre en Premier ministre ». François lui avait un coup de pression en mode si tu me prends pas au Premier ministre, le MoDem se retire de la majorité présidentielle et donc tu aurais pas. Il a pleuré par terre. Mais c'est pété le MoDem. Ce que je veux dire, c'est que on parle de combien de pourcentage. On aurait dit que c'était. Oui, mais c'est des députés quand même. Oui, et des sénateurs quand même. Et en fait, c'est ça. C'est que ça tient à plus rien en fait. C'est juste. Non, mais parce que les gens visiblement veulent découvrir que le parti En Marche, c'est pas un parti en fait justement. C'est des personnes transfuges qui étaient majoritairement déjà des centristes. Hein. Tu vois, par exemple... Et regarde, donc c'est pour ça que là, en gros, on est... Enfin, il faut que les gens l'entendent quand même. Et par exemple, pour toutes celles et ceux qui ont fait des études de droit, qui font actuellement des études de droit, vous devez bien savoir de quoi je parle. Nous sommes littéralement, depuis le nouveau mandat là, de Macron, ça l'était aussi avant, hein, dans un registre simple de fait du prince. C'est Macron qui mène la danse exclusivement, sans le moindre contre-pouvoir. Alors les médias, je ne veux même pas en parler, parce que j'ai pas envie de m'énerver plus que ça. Le législatif, que dalle. Mais que dalle. Parce que regarde, là, les gagnants, oui, certes, à une courte majorité, c'est vrai, ce qui est déjà un problème de fond. Hein, parce que ça aussi, on ne le dira pas assez. Oui, mon cœur à gauche, machin, etc. Mais les gars, vous m'expliquez pourquoi ? Pourquoi c'est nul, en fait ? Pourquoi vous n'arrivez pas ? Bah oui. Donc, en gros, après, les deux choses l'une, mais moi, je mets les pieds dans le plat, j'ai aucun problème là-dessus. Soit vous n'êtes pas du tout assez convaincant, soit il y a un truc chelou dans la transformation des urnes. Pourquoi je me permets de le dire ? Mais parce que je n'ai pas l'outrecuidance de considérer la France comme une sorte d'exceptionnalité absolue du monde politique de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, les systèmes politiques se corrompent. Surtout s'il n'y a pas de garde-fous, de système de protection et de logique de défiance. Parce que pour maintenir un système vivant comme un système démocratique, pour rester sur l'idée démocratique, en fait, il faut qu'il y ait beaucoup de défiance, il faut qu'il y ait du mouvement, etc. Tu sais, comme quand on est surpris et impressionné de voir en Suède, un ministre, il a démissionné parce qu'en fait, il a payé un truc avec la carte bleue de son boulot. Et tu sais, on est là, c'est incroyable. Ils sont durs, hein, Ça s'appelle une démocratie, en fait. C'est juste tout à fait normal. Et donc... Par rapport à ça, tu vois, là où... Donc, moi, pour un, l'enjeu, c'est que, en fait, Todd avait encore raison. Vraiment, c'est beaucoup. Hein. Et de deux, non seulement, donc il sera président en 2027, mais tu sais ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il a parlé de... J'invite le peuple à trancher... Peut-être, les Français à trancher, machin. C'est lui qui va faire une 6ème République. Ah ouais, carrément, là, tu rajoutes un nouvel élément. Ah ouais, d'accord. C'est lui, il va faire une 6ème République, une 6ème République des ténèbres. Hein. Oui, il va. Tu seras pas Rick, 6ème comme le diable, tu vois. 666, la 666ème République. Non, mais vraiment, il va vraiment faire ça. Tu vois, il va trouver un procédé, il va soit un référendum pipé, soit un truc avec, justement... Mais parce que, tu vois, la négo que tu viens d'évoquer avec Bayrou, mais il va la faire avec l'Archer, il va la faire avec le Sénat, il va la faire avec le Parlement. Parce que tout le monde dit non, il n'aura pas la majorité du Parlement. Parce que tout le monde sont encore dans les cours de sciences politiques de base, tu sais, de la vie politique. Mais attendez, vous croyez que je n'ai pas étudié moi j'ai une maîtrise dans ce domaine. Hein. La sociologie de la vie politique française, elle a éclaté depuis l'élection de Macron. Elle a complètement toutes les certitudes qu'on avait développées, si on peut parler de certitudes, en sociologie de la vie politique, tout est parti. Sur tous les plans, droite, gauche, institutionnel, vie électorale, etc., militantisme, le PS, jamais, tu aurais dit vraiment à n'importe quel sociologue du politique, tu aurais dit, donc déjà avant 2017, tu leur dis, le PS, il va faire 5%. Jamais, c'est impossible, jamais, aucun sociologue, c'est pas parce qu'ils sont nuls, non, c'est qu'ils disent... dans les faits, c'est impossible que... tu sais que c'est la base, le PS, à lui tout seul, c'est la base militante la plus importante du pays. C'est la base militante. Mais oui, en termes d'adhérents et tout, oui. Et avec un ancrage local très important. C'est d'ailleurs pour ça que dans les municipales, ils se font pas avoir, pour le coup. Donc, mais sauf que là, par contre, bug de système, comment un parti qui a autant d'ancrage historique, etc., un maillage territorial puissant, nul au niveau présidentiel, c'est qu'il se passe, il y a un loup. Donc encore une fois, il va faire une 6ème République, il faut trouver un moyen. Tu vas voir, il va trouver un moyen, comme le débat national, sauf que là, c'est encore plus poussé. Et après, il va faire 6ème République.
mandat illimité, hop, c'est bon, salut les gars, allez, je me représente. Et voilà. Écoute, affaire à suivre, on va voir, mais en tout cas, ça fait flipper. Mais oui, il est revenu en forme, Dr H, ça c'est clair. Et d'ailleurs, il y avait un message de Bestmed, et puis après, on passe à la suite, parce que sinon, on va pas avancer dans l'émission. Mais il y a Bestmed qui dit, ne pas voter mathématiquement est propice à l'extrême droite, principalement. Pour moi, la question n'est jamais qu'il faut voter ou pas, il faut toujours voter. Juste, il faut se battre pour comptabiliser les votes blancs, ensuite se battre pour faire des lois en conséquence au vote blanc si jamais il l'emporte. Oui, mais dans ce que tu dis, on est d'accord, mais du coup, d'aller voter, il n'y a rien qui te dit que tu vas réussir à faire comptabiliser les votes blancs. En fait, il faut prendre le problème dans l'inverse. On ne vote pas tant que les votes blancs ne sont pas comptabilisés. Parce que là, vous êtes en train de dire, on vote et on arrivera tôt ou tard à faire comptabiliser. Bah oui, mais le tôt ou tard, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit un coup de frein pour que les gens se remettent en question. Parce que là, force est de constater que l'appareil électoral tel qu'il est, il n'a pas du tout envie de prendre en compte les votes blancs pour l'instant. C'est des trucs qui sortent à chaque fois pendant les débats, etc. Mais nous, on va continuer à jouer le jeu combien de temps? Tu vois, c'est comme si tu me disais, je sais pas, on joue à une partie de foot et il y en a un, c'est cage, il y a un mur devant. Et tu me dis, ouais, non, mais il faut continuer à jouer, bientôt le mur, on va l'enlever. Bah non, moi je suis plutôt d'avis, j'arrête de jouer tant qu'on a le mur. Et après, c'est peut-être possible, mais au bout de combien de coups dans le mur? Oui, au bout de combien de tirs? Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, je comprends. En fait, c'est super intéressant parce que, si tu veux, il y a quelque chose qui est un peu perturbant où, pour le pousser, je vais le pousser un peu comme ça, il y a une confusion entre l'éducation civique et l'éducation politique. Dans le sens où c'est bien, c'est-à-dire que c'est moralement bon signe que les gens disent le vote c'est bien, le vote c'est important. Oui, ça c'est cool. Pourquoi ? Parce qu'on veut résoudre nos problèmes, comme on dit, on veut résoudre nos problèmes et nos disputations politiques de point de vue pacifique et réglementé, c'est-à-dire le vote. Comme ça, l'ennui, c'est que ça fait depuis un long moment, là par contre qui précède Macron, mais qui s'est accentué davantage avec Macron, que le vote ne reflète plus nos choix. Ça aussi c'est important, c'est que nos votes ne reflètent pas nos choix, ne sont même plus représentatifs. Ça c'est d'une. De deux, que nos voix ne se traduisent pas dans les actes. C'est simple, hein, on va pas oublier 2005 quand même. Hein. Le référendum. Oui, bien sûr. Et tu sais que c'est ça. Enfin, quand justement, voilà, Todd écrit quoi juste après l'élection. Il me semble même je crois qu'il l'a écrit avant même que soit élu Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a écrit? Un livre qui s'appelle Après la démocratie. Et tout le monde se dit, c'est encore Todd avec ses provocations habituelles. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais c'est même quand il est interviewé, c'est ce qu'il disait. Il dit, c'est fini. Et oui, Sarkozy président, c'est fini. Vous n'êtes plus bienvenu, vous n'êtes plus en démocratie. Et tout le monde dit, mais non, mais n'importe quoi, mais c'est une république, mais il a été élu démocratiquement, et puis ça se passera par la suite, il sera plus président. Mais oui, mais sauf que vous et regarde, et donc nous on répète nos mantras de la démocratie, c'est l'alternance politique, le multipartisme, la liberté de la presse, etc. Ouais, mais et le vote, mais vous voulez qu'on parle des dictatures que nous qualifions nous de dictatures et qui ont tout ça? Ouais. Ça, vous allez voir, c'est perturbant. Le truc, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un état de sidération, je le maintiens, je le dis, nous sommes dans un état de sidération où les gens ne comprennent pas que nous sommes en dictature, mais dans une dictature naissante. Et que d'ailleurs, en plus, dans ce qu'on entend ici et là de changement de comportement de Macron, ce qui n'est en fait qu'un dévoilement, arrive à ce que j'ai déjà évoqué quand j'ai dit nous avons une dictature sans dictateur. Mais que là, apparemment, il est en train de vouloir prendre de plus en plus les vêtements... Non, mais t'as vu comment il a parlé aux gens à Mayotte, là? À Mayotte. Mais non, mais... Sans doute, ça, normalement... Merde. Mais ça, normalement, tu dégages. Tu dégages immédiatement, tu démissionnes. Justin Trudeau qui démissionne parce qu'il y a eu trop de pression de gens qui n'étaient pas contents. Bah lui, il connaît pas ça. Hein. Non, mais c'est là que tu vois, donc clairement, on est dans un registre où on a les instruments de la dictature. Donc les instruments de la dictature, c'est déjà ne plus prendre en compte les voix. Ouais. Donc si vous ne l'avez pas encore compris, parce que en fait, c'est ça le truc, c'est que en vrai, ça a marché d'avoir voté là pour la NUPES ou pour le NFP, machin. C'est bien, ça a marché. Enfin, pas beaucoup, mais ça a marché. Et résultat, non, en fait. Ouais. Et c'est ça la question, posez-vous la question. Il vient d'où le non? Il vient du souverain, qui décide maintenant tout seul. Et surtout, il n'existe factuellement aucun instrument, à part le peuple motivé, mais il n'existe factuellement aucun instrument pour lui dire « Mais ta gueule, en fait, c'est pas toi qui décides. »
T'es exécutif, tu exécutes, mais ça c'est connu, même des constitutionnalistes et des juristes et des penseurs du droit l'avaient dit par rapport à la 5e République. Tu t'imagines? Tu vois, on l'avait déjà dit. Quand a été rédigée la Constitution et le projet constitutionnel de la 5e République pour De Gaulle, qui a été fait par Debré, entre autres juristes, il y a des et Gaston Monnerville aussi. mais il y a des juristes vraiment balèzes qui ont dit mais là, t'es en train de préparer une dictature, en fait. T'imagines? Il dit, t'es en train de préparer une dictature. Pourquoi? Parce qu'il voyait, gros comme une maison, le fait que le président avait beaucoup de choses qui lui permettaient d'être irresponsable d'un point de vue politique et institutionnel. Et donc, il disait, c'est une dérive, c'est un vrai problème. Sachant qu'après, la prochaine étape, et c'est là que Monnerville, il s'est dit non, c'est pas possible, c'est qu'il voulait supprimer une des chambres, en l'occurrence le Sénat, pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Mais non, il était vraiment... Et c'est pour ça qu'il lui a dit, en démocratie, on gouverne pas par le monologue. Parce que il faisait des réformes constitutionnelles en proposant des référendums. Bah, tu vois, c'est bien, on peut utiliser une expression, on peut parler du cauchemar de Monnerville. Bah, là, on est dedans. Parce que là, t'as même cité le Sénat. Monnerville t'écoute ses propos quand il dit il n'y a plus de république quand le pouvoir ne s'impose pas à lui-même le respect de la loi, qu'on gouverne pas par le monologue. Voilà. Il était en train d'annoncer Macron. C'est-à-dire que c'est l'anti-Macron, mais par essence. Oui. Juste, je voulais féliciter Apache en modérateur. Vous savez, les modérateurs sur Twitch, ils ont des épées. La vie de ma mère, que Apache, je le vois comme un guerrier avec son épée. Il vient de bannir des gars qui ont dit des dingueries. Heureusement qu'il est là. Des vives haches, abat les N-word, machin. Mais on a eu des turbo-fachos qui ont débarqué du phare. Et j'ai vu à chaque fois Apache Abani. Je l'imagine avec son sabre. Dégagez, rentrez pas dans le fort. Alors franchement, mais merci Alexis. Ah ouais. Parce que je vois, t'as fait le taf de ouf. Voilà, je le tenais. Et à tous les modos d'ailleurs qui nous aident, parce que là, waouh, les gens ils sont arrivés. Ah ouais. En fait, Apache, c'est Squid Game. Il était en sniper. Il était là. Vive le. Abalé. Ah ouais, mais quel sang-froid. Parce que même moi, j'étais là en train de dire, j'ai pas le temps d'écrire. Les gars, ils sont malades. En plus, moi, j'ai vu Alexis en vrai, on dirait vraiment un guerrier viking. Donc, clairement... Super classe. Ouais. Bravo, Apache. Dernier petit message qu'on a eu en React. C'est bien. J'adore ce message. Petit pirate qui dit « Je ne comprends pas pourquoi votre chaîne YouTube qui compte plus de 300K d'abonnés ne fasse pas plus de vues. YouTube vous bride car c'est impossible de faire si peu de vues avec autant d'abonnés. De plus, vous faites des putains de bonnes vidéos. Likez les amis, il faut leur donner de la force. » Merci. Je n'ai rien à Merci ajouter. Je n'ai rien à ajouter, évidemment. Amen, c'est vrai. Alors, avant de parler de la petite news HMD, je voulais qu'on prenne le temps... 5-10 minutes pour que tu puisses nous donner ton ressenti. T'es revenu quand même avec ce métal de bronze du championnat, je le lis d'ailleurs, c'est écrit au dos, de championnat du monde de Penchaksilat à Abu Dhabi, qui avait lieu entre le 18 et le 22 décembre. Médaille de bronze. Tu t'es entraîné pendant 1 mois et demi. Ouais, 2 mois quasiment. 2 mois quasiment en Indonésie. Ouais. Alors, tu m'as dit l'entraînement. C'était génial de s'entraîner, etc. comme ça. Par contre, il y a 2-3 trucs que tu referas pas. Non, mais tu t'es rendu compte que le repos était très important et que tu pouvais pas... c'est pas parce que tu dormais sur un petit matelas que tout allait, que tu te reposes. Non, il y a tout un conditionnement aussi que... Et bien manger aussi, c'est super important. Parce qu'en fait, tu mangeais quasiment tout le temps la même chose. Ouais, les mêmes fruits, les mêmes protéines. Les fruits, c'est moi qui fonçais. C'est toi qui en fait. À un moment donné. Parce que c'était pas dans le repas, c'était pas forcément prévu. C'était à l'indonésienne, comme on dit, c'est-à-dire. C'était quoi majoritairement le truc que tu bouffais là-bas? Riz et poulet frit. Ah, frit? Ouais. C'est pas forcément le truc le meilleur. Des fois du ce que j'appelle le ayam saté, donc c'est du poulet en grillade. Sauf que pas de bol, je suis pas du tout fan de la sauce à l'arachide. Alors vraiment, les bails de mafé, tout ça, c'est pas ton truc? Si, mais ça passe en fait. Je sens pas trop l'arachide, tu vois. D'accord. Ouais. Attends, moi que c'était pas le mafé, c'est le tiep que j'ai. Dans le tiep, il y a peut-être pas. Le tiep. Il y a pas d'arachide. Ouais. Donc c'est pour ça. Ouais. Donc je suis pas team mafé, non. Je suis plutôt team tiep, tu vois. Okay, non, l'arachide, j'ai vraiment du mal. Ouais. J'ai vraiment du mal avec cette saveur, vraiment. Et d'ailleurs, quand je mangeais thaï, etc. Je me demande, non, pas de. L'arachide, c'est trop chaud pour moi. Ouais. Et mais tu vois, mais sinon, ouais. Ah ouais, non, et puis c'est du poulet. C'est pas du poulet, c'est des poussins en fait. C'était trop petit. Ah ouais. T'avais pas du tout un apport en protéines de ouf. Ouais, donc j'ai improvisé quoi. J'avais de la prot, j'ai pris de la prot, j'en avais pris avec moi. Ah, t'avais ramené ta prot. Ouais, l'isolette. Ouais, franchement, ouais.
Donc je cherchais du lait et tout à chaque fois. Il y avait eux-mêmes ils te vendent du lait avec des protéines en plus et tout parce qu'il y a une culture un peu du sport, etc. Ah ok, d'accord, ça par contre, franchement ouais. Les boissons vitaminées, Dieu seul sait ce que j'ai dû ingurgiter, mais c'est pas grave, ça a marché. Je sais pas s'il y a une usine dedans, ou 10 usines dedans, ou si j'ai dû polluer 10 000 nappes phréatiques, mais franchement, c'était vital. Vraiment, je prenais une canette, il y avait écrit 1110% d'apport journalier en vitamine C. Ouais, 1110%, c'est pas 100%, 1110%. Ouais, c'était vraiment. Ah, mais cette canette a changé ma vie. Cette canette, c'est vraiment, heureusement qu'il n'y avait pas de sucre, il y avait sûrement autre chose. Tout. Mais c'était. De l'uranium, exactement, de la kryptonite, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait vraiment pas. Mais par contre, je la prenais, cette canette a changé ma vie. Je prenais ça systématiquement avant mes entraînements. Et tu sentais la diff? Mais totalement, vraiment. T'étais d'un coup. En plus, c'est parce que j'ai pris aussi de la C4. Ceux qui connaissent un peu dans les salles, machin, la C4. Mais sauf qu'une fois je l'ai pris, j'ai pas pu dormir du tout, donc j'ai fait c'est mort, je peux pas le prendre. C'est un truc, c'est un mélange c'est une poudre que tu mélanges avec de l'eau, et il y a beaucoup de caféine en fait. Oui, donc ils mettent autre chose, mais il y a beaucoup de caféine. Donc ça excite d'un coup. Alors que la vitamine C, ce qui est bien, c'est que encore une fois, je sais pas quel type de vitamine C d'où elle vient, mais ça booste vraiment. T'as beaucoup d'énergie, mais ça te touche pas ton sommeil. Donc c'était trop bien. Et franchement, je prenais ça. Oui, parce que ce que tu m'expliquais, c'est qu'en plus, vous aviez beaucoup de temps de repos entre les séances dans la même journée. Donc, beaucoup, en tout cas 3 heures, en tout cas, ouais. Mais 3 heures juste, c'est 3 heures, je dors, hop, allez, on y va, on se rentraîne. Et c'est parce qu'à chaque fois, c'est 2 heures d'entraînement. Donc, c'était épuisant. C'était épuisant de ouf. Mais tu vois, c'est pour ça que là, je l'ai vu, l'importance des fruits. J'en prenais avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement. Vraiment, tout le temps. Et par contre, je préfère vous le dire tout de suite, vous ne mangez pas de fruits ici en fait. C'est-à-dire, c'est pas des fruits, c'est du carton, c'est choquant. Non, ça c'est vraiment très choquant. Au début, j'avais mon réflexe justement français mais la banane. Et là, je fais non, mais c'est de la banane ça en fait, d'accord. Ah, ça a ce goût-là en vrai. Ah, je savais pas. J'ignorais tout de ça en fait. L'ananas, c'est sucré en fait en réalité. C'est dommage. Je me suis rendu compte de ça quand mon daron il avait fait pousser des tomates dans son jardin. Et je me suis dit c'est un fruit en fait la tomate. Ouais. Et puis ça a un goût en fait à la base. Ça a un goût parce que nous on a juste un truc rouge sans goût et que tu dois assaisonner. Assaisonne bien même. Mais maintenant tu comprends pourquoi on dit que la tomate est un fruit quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de. Mais je dis la banane et quand je suis rentré, je fais je crois que j'étais chez ma famille. Je fais super de la banane. Je fais non pardon, je suis désolé. J'ai cru, je me suis emballé. J'ai pensé que c'était de la banane. En fait, c'est de la déco intérieure. Je suis désolé. Nous c'est parce que c'est choquant. Déjà, c'est importé de très loin et OGM as fuck ou des trucs comme ça. C'est ça. Alors que par contre, c'est clair, l'Indonésie, c'est ce qui est le plus fabuleux, c'est que tout pousse partout, mais vraiment. Ouais, donc là, c'était vraiment du local de chez local. Mais à un moment donné, t'es en voiture, tu te gares. Tu sais, t'as un truc qui tombe sur la voiture, c'est des mangues en fait. Mais c'est normal en fait. Alors moi, c'est pas de bol, j'aime pas les mangues, je peux pas les manger. Dommage. Mais je peux vraiment pas. C'est un truc, ça fait un goût bizarre en fait dans le. Ça fait un goût de savon. Ouais. D'accord. Une sorte de goût de savon. Donc je peux vraiment pas. Dommage. Ouais. Par contre, j'ai goûté un excellent fruit qui est le salak. Et je sais pas si ça se vend à Paris. Parce que souvent dans les grandes métropoles qu'on doit les importer, je sais pas si ça sera aussi bon. J'ai voulu en apporter, j'ai oublié. Bref. C'est un fruit qui. La peau, ça ressemble à une peau de serpent. C'est trop. Franchement, c'est magnifique. Mais c'est vraiment, on dirait une peau de serpent. Tu l'ouvres et il y a 2 gousses en général. Chacune elle a un gros noyau. Un gros noyau, c'est un noyau qui ressemble à peu près à c'est un peu plus petit que l'avocat mais c'est pas loin au niveau du noyau. Ça ressemble un peu à André une châtaigne, le noyau on dirait une châtaigne. Et la texture c'est la même texture à peu près qu'une poire. Ouais, entre la poire et la noix de coco. C'est plus doux que la noix de coco. Putain. Ouais, t'as vu, c'est pour ça que je suis obligé de décrire ça parce que c'est bien, c'est plus doux que la noix de coco et c'est un peu plus dur que la poire. Voilà, un peu plus dur que la poire, vraiment. Ah ouais. Et ça a le goût de l'ananas et du fruit de la passion. Réunis. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Et c'est blindé en vitamine C de fou malade, en fer de fou malade. Je vais taper la salak. Ouais, eux ils disent salak. Mais parce qu'ils prononcent pas les K à la fin. C'est S-A-L-A-K. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, on dirait un serpent. T'as vu, on dirait vraiment. Ouais, c'est très très bon. Et ça fait vraiment du bien. T'en enchaînes plein comme ça, là, c'est. Au niveau. Putain, c'est trop ça. Ouais. C'est. Ouais, ils apportent. Eux ils disent ça s'avère douce et acidulé avec un parfum proche de la fraise et de l'ananas. Tu as senti la fraise toi?
Ah, ouais, celles qui sont les plus sucrées. Sachère blanche et ferme, rappelle celle de la pomme de Jack. J'allais dire passion, tu vois. Il y a un côté pomme aussi. C'est vrai qu'au niveau texture, il y a un côté pomme. Pomme de Jack, genre, je sais pas qui c'est. Je ne sais non plus, j'ignore. Pomme de... apparemment, ça se rapproche. C'est un excellent fruit. Ah, c'est ça, pomme de Jack. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, il y en a plein là-bas. Il y en a plein aussi là-bas. Non, mais là-bas, au niveau des fruits, on est sur de la folie. Il y a des fruits. Il y a un fruit ultra ouf qui. J'ai oublié son nom. C'est pas savoureux de dingue, mais c'est la texture. En fait, c'est. Attends, ouais, on enlève la peau et c'est on dirait du coton. On dirait du coton. Et c'est un mi-chemin entre de la noix de coco au niveau du goût et un goût neutre, même quasiment. Mais pareil, mais c'est surtout que c'est gorgé de soleil, gorgé de vitamines, enfin c'est de la dinguerie. Et t'as vraiment quand tu restes là que la composition en vitamines, c'est un truc de fou. Et franchement, et ça je l'ai remarqué. C'est-à-dire que je le prenais, je fais ah ouais. Ça, c'est tu sentais direct le bienfait. Et tu sais quoi, c'est vrai que l'entraînement était tellement ouf, parce que tu sais, 2 heures x 2 par jour, c'est beaucoup. Et avec l'humidité, j'ai jamais transpiré comme ça toute ma vie. Ce que tu me disais, ça perdait des litres d'eau. Ouais. Mais tu sais, je buvais pendant l'entraînement 3 litres. Wow. Ouais, 3 litres, vraiment. Wow. Ah ouais, et pourtant, je perdais 2 litres d'eau, quand même. Donc, il fallait que je continue de récupérer après l'entraînement. Après l'entraînement, tu continues de boire et tu t'hydrates. T'étais quoi? T'étais à 6 litres, 7 litres 7-8 litres par jour? Oui, bien sûr, clairement. Mais minimum même des fois. Hein. Ah, j'enchaînais à fond. Vraiment, j'enchaînais à fond. Mais malgré tout, je sais qu'à un moment donné, j'ai perdu pas mal de magnésium. Parce que j'en parlais avec quelques-uns, justement. J'avais des spasmes musculaires quand je m'allongeais. Ah, ça se... Ouais, la jambe. C'est même la jambe. Bah, tu sais, quand tu... Ouais, au début, je pensais que c'était des réflexes conditionnés parce que je faisais par entraînement 1000 coups de pied environ. Ouais. 1000 coups de pied. À fond. Hein. Donc, ça faisait quasiment 2000 par jour. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est sûrement un réflexe. Mais en fait, non, c'est vraiment un spasme musculaire parce que le magnésium... Et le magnésium, en gros, techniquement, j'en prends assez, techniquement, mais pour l'effort que je faisais, c'était pas du tout assez. Parce que tu en perds beaucoup avec l'eau. Justement, la transpiration. T'en perds énormément, beaucoup de sel, etc. Limite, fallait se supplémenter, quoi. Ah ouais, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai l'oméga 3, j'ai pris tout ce que je pouvais. En fait, j'ai la pharmacie, je fais, vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour... Après, là, on regardait ensemble, elle me dit, ah oui, tu t'entraînes comme ça. Ça parle anglais là-bas, ça va? Ouais, ça va. Puis après, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à gérer pas mal de phrases en indonésien. Oh. Ouais, ouais, là, j'arrive à... Je dirais pas une conversation, presque, parce que j'apprenais. Tu peux demander des petits trucs. Ah oui, non, ça peux être dans un commerce. J'apprenais 4 à 6 mots par jour. C'était la technique pour que je... Ah ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai... Et puis après, la prononciation, à 80%, ça va. J'ai il y a des phases où c'est un peu difficile, mais puis il y a des mots transparents pour moi puisqu'il y avait pas mal de mots arabes qui sont passés. Ah ok, d'accord. Oui, c'est depuis un pays musulman. Oui, structurellement, ouais. Et puis, il y a une belle influence. En fait, c'est un pays pragmatique, c'est ça qui est intéressant. Parce que tu as des influences de différentes cultures, dont effectivement la culture arabe par rapport à la langue, surtout par rapport à la langue. Mais c'était... Il y a il y a Alexis qui dit « Ça parle anglais, sauf pour pain au chocolat. » Ah ouais, ça c'est... Ouais, grave. Non, mais l'épisode du tiramisu m'a tué de rire. Ça, c'était... un truc de fou. C'était quoi déjà qu'ils appelaient pain au chocolat? C'était le tiramisu, c'est ça? Non, ils appellent le pain au chocolat tiramisu, ouais. Ah oui, voilà. Ouais. Putain, oh là là. Parce qu'à un moment donné, je lui pointe le doigt, je fais, ouais, je veux ça. Et il me dit, un tiramisu? Je lui dis, pourquoi pas? Allez. Amène-moi un tiramisu, ça fait plaisir. Et là, elle me ramène un pain au chocolat. Je fais, ah, d'accord. Mais alors, du coup, le tiramisu, vous l'appelez comment? Et je lui ai montré, je lui ai dit, mais c'est ça, un tiramisu. Elle te dit quoi? Bah, chaussures. C'est genre tout le truc qui s'arrête jamais. Spaghetti. Bah oui, comme tout le monde le sait. C'est évident. Un truc donc, de... ouais, non, c'était... mais c'est vrai que le côté de l'entraînement, c'était vraiment... C'était intense de ouf. Ça, je m'en rends compte aussi aujourd'hui. Où... de se dire que franchement moi j'avoue je pensais pas trop que je pensais pas que c'était possible de s'entraîner autant. Ouais. Après bien sûr je faisais que ça donc mais est-ce que du coup là maintenant et pour conclure est-ce que ça t'a changé ton rythme ici? Est-ce que tu vas retourner un peu plus souvent au Penchak et tout? Parce que je sais pas à quelle fréquence tu t'entraînais ici avant ça t'avait un peu c'était trop déjà j'avais arrêté parce qu'il y avait des clubs qui ont fermé. On a eu plusieurs clubs qui ont fermé. C'était une hécatombe. Faute de licenciés? Non, galère. Gestion. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Ouais. D'où l'intérêt, d'où le fait que tu songes grandement à ouvrir un dojo. Ouais, exactement. C'est pas facile,
mais je veux vraiment le faire. Donc peut-être dans 1 an maximum. Je vais essayer même avant. Mais on sera là pour te soutenir. Mais là, c'est par contre, là, je m'entraîne tous les jours. Quand je suis rentré, quand je suis rentré, j'ai plus axé sur le repos, donc je faisais 1 jour sur 3. 1 jour sur 2. Non, 1 jour sur 2. J'ai couru. Et là, je varie tout. En fait, comme j'ai tout entraîné, je varie tout. Natation, course, salle, muscu, penchak. Et je tourne comme ça. Le penchak, je le fais tout seul. Parce que dans la salle où je vais, il y a un sac de frappe. Donc, je peux faire mes tabata, c'est-à-dire mes séries de les 8 secondes. Machin, là. Putain, génial. Et donc là, dans ce moment, t'es en mode natation. Tout, là, ouais. Trop bien. Là, j'arrête pas. Et qui t'as fait ton programme toi-même en t'inspirant de ce que t'avais fait? Exactement, c'est exactement ça. Donc, on maintient ça. Et... Tu trouves une piscine? Tu sais que moi, j'aimerais bien reprendre la piscine, mais c'est vrai que c'est moi qui suis en plus très complexé, c'est pas facile pour moi de trouver une piscine où je me sens à l'aise. La seule où j'ai trouvé un truc qui était cool, c'est parce que c'était un créneau très tôt le matin, il y avait que des yeux. Donc moi ça m'allait, j'étais content. Chacun fait son truc, tu sais. Quasiment toutes les villes où il y a des piscines municipales, parce que faut savoir, c'est en train de se privatiser. Hein. Il y en a pas ici, par exemple, dans cette ville, il y a pas. C'est grave. Ça c'est très grave. Il y avait au Plessis, là. Il y avait au Plessis, mais ils l'ont fermé. Ouais. Ils l'ont fermé. Donc maintenant, c'est Clamart. Le théâtre La Piscine, qui est à la base une piscine, qui est devenu un théâtre. Donc voilà, super. Voilà, donc, super. Non, mais c'est. Mais parce que, encore une fois, parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable dans l'absolu, une piscine. Enfin, municipale. Ouais, une piscine municipale. Alors que parce que c'était un service public, c'est quelque chose qui répondait à une. Tu sais, en tout cas, je vais parler pour le Québec, parce que je connais pas pour le reste, mais au Québec, c'est gratuit, les piscines. Hein. C'est des grosses installations. C'est gratos. C'est que les impôts, en fait. Oui, parce que les impôts, ils servent à ça, normalement. Ils servent pas à remplir les poches de certains. Et mais t'as des grosses installations, les horaires sont stylés, et c'est gratos. Voilà. Donc, normalement, c'est la même chose pour nous. Parce que tous les gens qui ont dit, oui, mais il faut bien payer ceux qui s'occupent de tout. Ben oui, bien sûr qu'il faut les payer, y a pas de souci. Hein. On est clair là-dessus. Ben, les impôts. Donc, celle de ma ville, elle fait, parce que celle de ma ville, et même à côté, il y a des créneaux. Il y a des créneaux, comme t'as dit, il y en a 2 normalement par semaine, le matin. Moi, 7h45, c'est trop tôt. Alors j'avoue. J'adore. Mais c'est vrai que ça, il y a un vrai défaut par rapport à nos piscines municipales. Et là, donc, et la course aussi, t'as repris la course? C'est important? C'est pas traumatisant pour les genoux. Moi, j'ai appris que j'ai pris les bonnes chaussures, mais je fais pas ça tout le temps. En fait, c'est ça, c'est que moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment courir. C'est vrai que nous, on le voit en région parisienne, c'est vraiment le footing, c'est le truc. Mais et puis le running, c'est démocratisé. Il y a beaucoup de 10 km, de machin et tout. Moi, j'aimais bien à l'époque, c'est vrai. Là, après, quand je m'étais fait ma petite entorse à la cheville, j'avais arrêté. Je me préparais pour le semi-marathon à la base. Donc, j'étais vraiment déter, j'avais un programme et tout. Le truc, c'est que c'est vrai que les gens qui courent depuis toujours, qui sont ultra sveltes et tout machin, même arrivés à leurs 50, 60 ans, ils sont là, mais je comprends pas, docteur, pourquoi j'ai mal aux cheveux? Et vous faites quoi? Moi, je cours depuis toujours, je m'entretiens. Il faut, voilà, vous avez votre réponse, parce qu'on n'est pas censé courir. Oui. Exact. Tout le temps. Moi, je suis convaincu que la course à pied doit être, dans le meilleur des cas, accessoire. Ça peut pas être ton activité sportive. Ouais, c'est trop traumatisant. Une morphologie de malade, mais encore, c'est... Et encore, mais c'est traumatisant de ouf, parce que c'est pas normal de s'infliger ça de base. La marche, parce qu'on est fait pour marcher. Oui, tout à fait. Et la marche, la technique, quand on est dans des poids lourds, c'est qui est un bon compromis, c'est le fractionné. Mais un fractionné, la course lente. Mais faut prendre de très bonnes chaussures. Ouais, ça c'est vraiment un bon amorti. C'est indispensable. C'est indispensable parce que ça a un effet. C'est sûr. Mon orthopédiste, je me souviens, à son âme, il me disait ça. Il me disait que non, il y a des bonnes chaussures qui peuvent vraiment réduire le problème. Parce qu'en fait, elles font le boulot. Ils ont de plus en plus étudié et ça fait. Oui, parce qu'il y a des grands malades mentaux quand même qui pensent que tu peux courir avec n'importe quelle chaussure. Je parle même de gens qui sont fans de la course à pied et qui courent. Non, ça c'est débile. Hein. Ça faut pas faire ça. La dernière fois avec Gaël, on est allé chez Oka, la marque Oka. Une vraie marque de running française qui a été rachetée par des Américains. Chez eux, quand tu vas dans la boutique, il y a une fucking immense balance, pas pour prendre ton poids, tu vas en chaussettes et ils regardent, ils analysent la largeur de ton pied, où ton poids est réparti sur tes pompes, etc. Parce qu'en fait, dans les vraies boutiques de running, tu choisis pas que la longueur de ton yep, t'as la largeur de ton yep aussi. Oui.
Dans l'idéal, en fait. Dans l'idéal, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour te montrer à quel point, dans les vrais trucs de running, les mecs, ils savent très bien que tu cours pas avec n'importe quoi. Oui. C'est pas style, t'as une paire de Stan Smith, parce que la pire des. Non, mais j'ai vu des fois des gens comme ça avec ce qu'on appelle des chaussures sans semelle, quoi, entre guillemets. Faut pas faire ça. Non, mais faut jamais faire ça. Et c'est vrai que tu prends quoi pour courir? J'avais les gel Kayano, Asics Gel Kayano, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Elles sont rush, en plus, les Asics. Ouais, mais je les ai depuis en plus un petit moment. Après, il y a parce que je l'ai pris en Indonésie, elle était pas chère du tout, la Invisible Run 3 de Nike. C'est un méga amorti. Quand tu l'as à 30 balles, tu n'hésites pas une seconde en fait. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, ouais. Non, mais oui, avec cet amorti-là. Mais au cas aussi. C'est un méga amorti. Après, t'as New Balance qui fait du très bon boulot. Ouais, New Balance, ils sont bons dans ça. Mizuno aussi fait du très bon boulot. Pour l'instant, pour les poids lourds, c'est vraiment le mieux, c'est Gel Kayano. Je crois que la Kayano elle existe toujours. Ouais, elle existe toujours normalement. C'est une. Ah, mais il y en a plein en fait des Gel Kayano. C'est une technologie, parce qu'il y a la 14, la 15, la 16. Ah oui, faut prendre la récente en fait. C'est tout. D'accord. Tu prends la récente, mais tu peux prendre l'ancienne en fait. En vrai, c'est le même. Mais c'est très bien. C'est une technologie. C'est très très oui, parce que d'accord. Il y a la 31, tu vois, ils en sont 31. Ouais, c'est une vraie dinguerie. Il y a, je te dis, mon orthopédiste me disait, c'est bon. Avec le poids, il me dit c'est bon. Mais par contre. Ah oui, en plus, maintenant, ils font Gel Kayano avec une putain de semelle compensée. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ils ont changé. Ça, c'est marrant, parce que c'est le côté marketing. C'est pour la tendance. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Oui, avant, oui, c'est ce que je vois là. Et c'était un peu plus technique. Mais du coup, c'est vrai que c'est des chaussures un peu lourdes. C'est vrai. Parce que avant, c'était plus comme ça. Ouais, exactement. Ça, c'est les pompes des profs de PS. Exactement. Mais parce que c'est. Maintenant, c'est devenu la mode. Parce que c'est le feu, ça. Vraiment. En fait, c'est ça. C'est mortel. Et moi, maintenant, j'aime bien. Tu vois, là, chercher une nouvelle paire à acheter. Maintenant je mets du temps avant de choisir une paire. Avant c'est vrai que je prenais de façon compulsif et puis après j'ai découvert la Hess et maintenant tu vois je cherche que dans les marques de running parce que je pars du principe que je veux être le plus à l'aise possible pour pouvoir marcher parce que j'aime bien marcher. Et en fait c'est vrai que maintenant on réfléchit, ça y est, c'est l'âge, on réfléchit différemment, tu vois. Mais le pire c'est que moi Oka j'ai aimé parce que je trouvais qu'il y avait un truc de running et machin, et en fait c'est devenu des marques tendance dans le streetwear. Salomon, Oka, machin, tout. Salomon en plus c'est pour le trail. Hein. Mais c'est devenu maintenant c'est devenu lifestyle. Ouais, c'est ça qui est ouf. Et là tu vois ça m'étonne pas qu'ils aient mis une grosse semaine comme ça. C'est ça. Mais c'est vrai que comme je te disais, c'est en gros avec le poids, il faut d'excellentes chaussures. Il faut limiter le temps. Alors c'est le paradoxe parce que les bienfaits de la course justement c'est dans le temps. Mais là il faut pas déconner quoi. Non, il faut faire de courtes sorties. Idéalement, alors ça aussi c'est un paradoxe. En fait, dans le dur c'est pas bien, mais en même temps la stabilité c'est mieux parce que ça dépend de ce que tu veux préserver dans tes genoux aussi. C'est affreux, hein. C'est-à-dire que tu veux préserver tes ligaments croisés ou tu veux préserver tes ménisques ou tu veux préserver les deux. Tu vois, il y a ça. Si tu veux préserver les deux, il faut nager. Ah oui, en fait, c'est ça. De toute façon, nager, c'est le truc le moins traumatisant et le meilleur pour le corps. T'entraînes ton corps sans qu'il y ait le poids. Après, il y en a qui font des mauvais gestes en natation. Par exemple, dans la brasse, il y en a qui font un mauvais geste au niveau des jambes, donc tu peux te faire mal au genou. Et pareil, il y en a qui n'ont pas une bonne posture au niveau de la tête, donc du coup, tu peux te faire très mal au cou. Ça aussi, hein, c'est vrai, ça arrive. Après, faut pas. Franchement, faut faire. D'abord, faut faire tranquille. Et après, t'as juste. Mais voilà, mais c'est vrai que la course, c'est pour ça que c'est bien à la limite le fractionner parce que ça c'est bien fait. C'est-à-dire que tu fais un 5-10 minutes de course, ensuite tu marches rapide, ensuite tu reprends 5 minutes de course. C'est parce que ça laisse le temps à tes genoux d'absorber le choc en fait et de moins le subir. C'est pas mal. Parce que si tu veux, en fait, là où, en gros, d'après mes souvenirs, c'est 70 fois ton poids qui se répercute sur tes genoux quand tu cours. Sur tes articulations de manière générale. Ouais. Sur tes chevilles et tes genoux. C'est eux qui prennent l'impact. Donc c'est pour ça qu'effectivement, même quand les chevilles... c'est vrai qu'il faut bien attacher ses chaussures, machin, etc. Tu vois, il faut que tes chaussures soient bonnes au niveau de ton pied. Ça, c'est vrai, tu as raison sur la largeur et tout. Ça, c'est d'une. De deux... il faut que le truc c'est quoi, c'est que ce choc là le corps arrive à gérer les choses, mais il y a des limites, ça crée une inflammation parce qu'en quelque sorte, parce que moi je le connais aussi dans un autre champ, quand je frappe sur les sacs, quand tu frappes sur les sacs c'est traumatisant en fait, hein. Tu mets un choc, tu mets de la vitesse et de la puissance et tu le sens, quand tu écoutes ton corps tu le sens. Donc le truc c'est quoi, c'est que qui dit choc dit inflammation. Et c'est pour ça que d'ailleurs en compétition et tout,
juste après un combat, etc., on se met dans un truc de glace. Tu vois. Ça marche bien, ça? Ah, mais bien sûr, mais vraiment. Vraiment. J'ai toujours voulu essayer ça. Tu récupères une semaine en 1 heure. Il n'y a pas photo. En fait, hein. Le froid permet de réparer l'inflammation. C'est parce que, dis-toi que le principal problème de l'ensemble des sports et de l'ensemble des chocs en sport, c'est l'inflammation. C'est que ça crée de l'inflammation. Parce que après, il y a la rupture, mais ça, c'est autre chose. La rupture, ça, c'est que tu as trop tiré sur la corde. Mais d'ailleurs, ça vient quand l'inflammation est au point maximal. Mais le problème, c'est l'inflammation. Quand tu cours, tes genoux s'enflamment. Quand tes chevilles s'enflamment. Donc en quand fait, tu frappes, si tu les articulations s'enflamment. Tu calmes tout de suite le contraire de l'inflammation, c'est le froid. Hein. On n'a pas trouvé mieux. Hein. Et c'est comme on dit, pour les articulations, c'est le froid. Pour les muscles, c'est le chaud. Ouais, quand tu veux reposer les muscles, il faut du chaud. Ouais, tu sais, torticolis, chaud. Ça veut dire que quand tu finis ton entraînement et que tu te mets dans un bain froid, tu fais pas du bien à tes muscles à ce moment-là. Tu restes combien de temps dans le... Non, faut 10 minutes maximum. Oui, tu peux pas... Non, disons que ça le... Bah, pareil, non, parce que des fois, les tissus peuvent être un peu choqués et inflammés. Donc, ça, c'est bon aussi pour ça. Ok, d'accord. Ça te permet de récupérer. Mais le chaud, ça détend. Les muscles, ils se détendent très bien. Un petit sauna, par exemple, c'est bien. Ouais, moi, j'allais dans des eaux thermales. Hein. Quand on était à Bali, on allait sur un truc d'eau. L'eau, elle était super chaude naturellement. Vraiment super chaude. Donc, tu faisais froid plus chaud après ou alors Non, ça, c'était après les entraînements. Ouais. Nous, on faisait ça entre 2 entraînements plutôt. Ah, ok, d'accord. Donc, mais voilà, mais tu vois, c'est pour te dire que le truc, c'est ça. C'est que si tu cours ou machin, quoi que tu fasses comme exercice physique qui sollicite tes articulations et qui les sollicite un peu trop, parce qu'après, c'est normal. Si tu reprends du sport ou si tu commences du sport, c'est forcément qu'il va y avoir de l'inflammation. Donc, il faut l'accompagner parce que ça peut vite devenir rédhibitoire et t'empêcher de continuer. Ça, c'est chiant. Et alors qu'en fait, il faut continuer. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas non plus faire le gueudin. Donc, il faut se dire que voilà, je vais réduire l'inflammation pour que j'améliore la récupération, etc. Donc, tu vois, c'est pareil. Tu cours, bah, à la limite, tu te dis, voilà, j'ai couru un petit peu. Il faut écouter son corps aussi. Ouais, c'est vraiment important. Il faut vraiment écouter son corps. Mais c'est bien, tu m'as redonné envie là, de m'entraîner de ouf. Là. J'ai hâte. Après notre petite escapade là avec Gaël, comme on part demain, on revient mardi. Après, on se remet à fond. On va attaquer, après 55 minutes d'épisode, la petite news HMD, qui va être le sujet principal aussi. En gros, là, ma news HMD, c'est par rapport à la mort de Jean-Marie Le Pen hier, qui arrive, et c'est ça en fait le côté HMD pour moi, au moment des commémorations de Charlie. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je ne me réjouis pas de ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Ce que je déplore toujours, on l'a déjà dit plein de fois ici à Secker, c'est la ligne éditoriale de Charlie qui, au final, aujourd'hui, n'est plus du tout subversif par rapport à ce que disent les politiques ou par rapport au gouvernement. C'est devenu même le chien de garde du gouvernement. Ils vont dans le même sens. Oui. Ce qui est quand même très rare à la base pour des satiristes. Oui. Normalement, c'est jamais l'inverse. Ouais. Voilà. Et en fait, hier, Plantu avait mis un dessin où il a dessiné une caricature de Mélenchon et de Jean-Marie Le Pen. Et Mélenchon qui dit l'antisémitisme reste résiduel en France. Et ensuite, Jean-Marie Le Pen qui dit les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et il a mis au-dessus Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Il met les deux personnages sur le même genre, niveau. c'est comparable en fait. C'est ça. Genre, c'est comparable en fait. Mais c'est fou en fait. Et donc, mon petit HMD, voilà. Et donc, mon petit HMD, c'est de me dire, le fameux Jean-Marie Le Pen vous aura volé la vedette. Parce que eux, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on les invite tous, ce qui s'est passé au début, hein, sur le plateau, pour qu'ils nous ressortent les mêmes salades et dire, vous avez vu, nous, regardez, on peut plus rien dire et machin. Et en fait, cet événement, la mort de Le Pen, a permis d'atténuer ce truc où on leur a pendant trop longtemps un peu déroulé le tapis et on leur pardonne un peu trop de choses. Alors je dis pas qu'il faut fermer Charlie Hebdo, moi je veux censurer personne, mais Plantu dessine chez Le Monde ou chez Charlie maintenant Plantu, c'est normalement Le Monde, hein, il me semble. Dans tous les manuels scolaires, à chaque fois, c'est Plantu qui était mis en avant. On va regarder. Plantu. Tu fais bien de dire. Mais ouais, en tout cas, j'étais très content que on nous empêche cette. Ouais, c'est Le Monde. Ouais, c'est ça. Hein. C'est honteux. Ah, il est toujours sur Le Monde. C'est honteux, c'est scandaleux, mais à un point. Mais c'est vraiment, en fait, c'est très grave. C'est vraiment très grave et scandaleux parce que en réalité, c'est la meilleure manière. C'est littéralement la meilleure manière de
de se réapproprier Le Pen, d'oser le comparer. En fait, en gros, on peut penser ce qu'on veut de Mélenchon. Moi, je suis pas un fan de Mélenchon à la base. Même au niveau de ses idées politiques, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des idées plus pertinentes encore, mais parce qu'elles sont un peu plus radicales, évidemment. Mais reprocher et oser prétendre que c'est Jean-Luc Mélenchon le continuateur de Le Pen, c'est faire deux choses. La première, c'est d'effacer les vrais continuateurs de Le Pen. Voilà. Ouais. Macron, entre autres. D'abord, et c'est même pas Marine. Non, Macron. D'abord, voilà, très clairement. Parce que je sais pas, enfin, tu sais, regarde la citation. Mais t'es mignon, toi, avec la citation de Mélenchon. Mais vas-y, on ressort les phrases de Macron d'il y a 2 jours, d'il y a 4 jours. Ouais, les Africains, vous devriez dire merci, en fait. Vous devriez dire merci à la France. Et puis, les Mahorais, bah dis donc, vous devriez être contents de ce qu'on fait pour vous, déjà. Comment ça, pour vous ? Comment ça, le vous ? De quoi tu parles ? À qui tu parles ? Tu crois que t'es qui ? Et donc, en gros, c'est-à-dire qu'on a des saillies qui sont littéralement de la rhétorique répugnante frontiste. Et toi, tu vas nous chercher Mélenchon qui, il semble euphémiser l'impact ou la réalité de l'antisémitisme en France. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des débats sur le sujet. Est-ce que ça augmente en absolu, ou est-ce que ça augmente de manière relative, ou est-ce que c'est toujours important, ou est-ce que même si ça augmente, parce que, je veux dire, passer de 0,5 à 1, ça s'appelle doubler, hein, c'est une progression double. Hein. Donc, mais est-ce que... Mais quand t'entends acte de 1000%, machin, etc., tu vois, c'est tout de suite, waouh. Sachant que dedans, ils comptent les insultes. Et c'est ce que j'ai appris, là. Sur France Info, ils disaient que dedans, ils mettaient aussi les insultes, etc. Mais alors, qui va faire le check de tout ça, oui, alors, et si on le faisait pareil pour les insultes islamophobes, etc., les chiffres, ils seraient tout aussi... Mais après, voilà. Mais évidemment, c'est-à-dire que fondamentalement, c'est ça l'essentiel, c'est que fondamentalement, c'est très grave, c'est inexcusable, c'est inacceptable. Bien sûr. On ne peut pas accepter une seule seconde. Enfin, c'est répugnant, en fait. Totalement. C'est d'être antisémite, homophobe, islamophobe, etc., raciste et xénophobe. Mais là aussi, c'est qu'il y a pour moi un progrès à faire qui concerne, en fait, à bien mettre en lumière l'ensemble des haines et d'en identifier les causes, les causes de ces haines. On n'y va pas assez, je trouve. Bah oui. On se contente que de dire, bah voilà, les gens. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont antisémites. Ça, c'est mauvais. Faut pas faire ça. Bah non, c'est dangereux parce que ça voudrait dire que les gens naissent par nature avec une aversion pour une ethnie, une religion, une race, comme ils disent aux États-Unis. Mais tu l'expliques pas. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, en vrai, et tu le combats comment si tu l'expliques pas ? C'est ça le problème. J'ai presque envie de dire que, en vrai, c'était même un immense progrès de constater que, par exemple, le Front National parce que ça aussi, il faut le voir l'histoire. Là, on parle de Jean-Marie Le Pen mort. Mais c'est quoi Jean-Marie Le Pen mort ? Faut comprendre aussi. C'est le mec qui récupère les symboles du fascisme, mais de manière directe. C'est pas subtil. Il va récupérer la fameuse flamme qu'on retrouvait dans les congrès de Mussolini, etc. Enfin, c'est assumé. Ce gars-là a fait le portier pour la commandanture nazie en France. On va revenir sur le sujet. Mais donc tu vois, donc sur ce sujet-là, ce qui est super grave, c'est qu'en plus ça prétend, ça dit que Jean-Luc Mélenchon, genre en fait, il a jamais lutté contre l'antisémitisme. Vous êtes sérieux ? Vous êtes vraiment sérieux ? Il a jamais dit que c'était grave. Il a jamais dit que c'est. Mais pourquoi il fait ça ? Parce qu'il est en train de criminaliser le soutien de Jean-Luc Mélenchon à la cause palestinienne. Ouais. Et il est donc en train de faire ce qu'était l'intitulé d'un excellent livre, de l'antisémitisme, un intolérable chantage. C'est-à-dire, c'est un livre collectif, en fait. Ah, okay. L'antisémitisme, l'intolérable chantage. Parce que oui, en gros, de faire prétendre que si tu défends la cause palestinienne, c'est que t'es forcément antisémite. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut montrer et présenter. Et donc de dire que Jean-Marie Le Pen n'est pas mort, bah en fait, si, il est mort. Et si t'es pas été capable de le comprendre, c'est que t'es un gros malade dans ta tête et que toi et ta direction aussi, vous avez un gros problème. Et pourquoi vous avez un gros problème ? Parce que c'est normal, si je puis dire, le loup est dans la bergerie. En fait, c'est normal, mais c'est à l'Élysée, de toute façon, que c'est frontiste. L'extrême droite, c'est généralisé, banalisé, vulgarisé. Tellement vulgarisé qu'à la fin, ils sont tranquilles, ils sont en mode détente. Et qu'en plus, ils ont trouvé une haine de substitution. J'insiste, une haine de substitution. C'est-à-dire que, bah oui,
tu n'entendras pas Marine Le Pen dire quelque chose de désagréable, de grave ou de haineux vis-à-vis des Juifs en France. Ouais, c'est à peu près sûr, franchement, je pense qu'on peut dire que c'est à peu près sûr. Par contre, l'islam. Voilà, et au premier rang desquels, Zemmour par la suite, dans l'extrême de l'extrême, si on veut pousser le truc. Donc, à un moment donné, tu te dis, là où c'est très grave, c'est cette incapacité de nos médias, de notre classe médiatique, de ne plus identifier là où ça va pas, et de devenir donc effectivement les chiens de garde d'un pouvoir, les chiens de garde d'un ordre, les chiens de garde d'un système. Et ça, c'est absolument répugnant. Parce que là, en fait, au lieu de prendre cette phrase merdique par rapport à Mélenchon, vas-y, on peut sortir toutes les phrases de Zemmour qui sont juste absolument abominables et qui sont explicitement... Il a été condamné 2 fois pour ça. Quand même, tu vois. Et toi, tu me sors Mélenchon, t'es sérieux? Qui n'a pas de condamnation jusqu'à preuve du contraire. Et puis, en plus, tu peux pas les mettre sur un même pied d'égalité. Référencement nul. Il prend, parce que ici, il a été condamné pour le truc de les chambres à gaz, c'est des détails de l'histoire. Il a été condamné. Non, je parlais de Mélenchon. Oui, voilà, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en plus, il a pris cette phrase-là, mais il y en a plein. De Le Pen, hein. C'est-à-dire que toute son œuvre, attention, mon gars, ça va très 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 loin. Et puis, on en parlera après. De toute façon, il y a les faits. Il s'est pas contenté que d'être raciste comme Zemmour ou comme il a mis les mains dans le cambouis et pas de la plus belle des manières en Algérie, un tortionnaire, gars, en Indochine, machin. Donc voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est quelqu'un qui a fait. C'est pas un théoricien, c'est tout. Hein. Voilà, c'est pas les Camus, les machins qui ont juste dit grand remplacement. Non, il était dans le nerf du truc. C'est pas la même chose. Hein. Ah non, c'est pas la même chose. Mais c'est trop grave d'être obligé de le dire en fait. Hein. C'est scandaleux. Alors, voilà. Qui disait qu'il y avait qui disait qu'il y avait des races qui étaient plus nobles que d'autres, quoi, tu vois, qui étaient supérieures à d'autres. Lui, il théorisait ce truc-là. On est sur un animal qui est flippant. Le mec, il a quand même dit très tranquillement, vous voulez que pour que je m'adapte ou pour que je sois acceptable, que je me marie avec une négresse sidaïque? Enfin, tu sais, le mec, il l'a dit ça explicitement. Je veux dire, tous comparer, bon sang. Mais ça, c'est vraiment grave parce qu'on est, là, par contre, dans une ligne bien claire d'une propagande anti-LFI. Au premier rang desquels, évidemment, Mélenchon. C'est le problème d'avoir une figure, machin. Bon, ça, c'est mon problème avec ça. Mais de criminaliser LFI et par incidence, évidemment, son électorat, dont on a bien compris qu'est-ce qu'on veut viser aussi par là. Et ça, en fait, si vous connaissez l'histoire, les gens, et surtout l'histoire au niveau international, c'est-à-dire que comment on a fait, quand on a fait l'équivalent avec les communistes, comme les judéo-bolcheviques, déjà d'une, oui, il y a ça avec les islamo-gauchistes, exactement. Non, mais c'est surtout que c'est pas que des mots. Hein. Tu sais qu'en Indonésie, 6 millions, entre 5 et 6 millions de militants communistes exécutés. Famille avec. C'est un carnage dans les années 60, à la fin des années 60. Ah ouais? Sous le patronage direct et l'intervention directe de la CIA. Ils sont toujours là, les Américains, ils sont jamais très loin. Mais est-ce que tu t'imagines que ces gens-là sont morts pour des idées? Ils n'ont même pas gouverné, hein. Ils avaient encore rien pour l'instant. C'était juste des idées, parce que c'était le premier parti communiste de toute la Terre. L'Indonésie, le parti indonésien. C'était gênant, parce que c'était vraiment de l'islamo-gauchisme, du coup, parce que c'est le premier pays musulman du monde, et c'était le premier parti, plus que la Chine et la Russie réunies. Hein. C'est impressionnant. Ah oui. Ça fait des réflexions, ça mène à réfléchir un petit peu la compatibilité entre les cultures. Mais 6 millions, entre 5 et 6 millions, on estime, mais des vrais travaux, hein. C'est un truc de fou malade. Donc, en gros, c'est ça que fait Plantu. C'est exactement ça que fait Plantu. Criminaliser la pensée de gauche, la politique de gauche, le positionnement de gauche. À travers Mélenchon. Encore une fois, moi, c'est pas Mélenchon que je veux défendre, en fait. Hein. Bien sûr. On peut le défendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, c'est pas ma posture. Mais je sais à quoi on s'attaque. Je sais à qui et à quoi on s'attaque quand on fait ça. Et je sais à quel point, à quel jour, plus que pervers, c'est criminel. Ce que fait Plantu est totalement criminel. Lui, il pense que j'ai juste fait un dessin, je fais juste une comparaison. Ouais, t'as raison, ouais. T'as bien raison, ouais. C'est ça. Non, c'est un truc de ouf. Je suis d'accord avec toi. Je le note même, j'aime beaucoup là ce passage, tu vois. Je suis en train de faire mes. On va passer au médecin, les petites news à picorer.
Hein, on va picorer des petites news, on va rattraper un peu ce qui s'est passé. On a Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui est favorable à l'interdiction du voile dans les universités. Il veut aussi interdire le voile porté par les mères d'élèves qui accompagnent les sorties scolaires, qu'il assimile à une menace pour nos institutions. Le voile n'est pas qu'un simple bout de tissu, c'est un étendard de l'islamisme et un marqueur de l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme et tout. Il a dit ça dans le Parisien. On a perdu Le Pen, mais pas ses idées. Hein, et puis là, Retailleau, c'est ni le RN ni Reconquête, c'est du il compare à Mélenchon, c'est un truc de ouf quand même. Mais bon sang, mais tu sais c'est quoi la méga stratégie? Voilà, non, je vais en profiter d'ailleurs justement. En fait, je veux dire presque, j'ai pas envie qu'on parle de Retailleau. Je dis, vas-y les gars, on parle du programme de la LFI. Parlons du programme de la LFI. Et osez prétendre que ce programme-là, non seulement est un programme progressiste, mais c'est surtout que c'est un programme qui lutte contre les discriminations de manière profonde et qui apporte davantage pour la société et pour la culture et pour la politique de notre pays. C'est ça la vérité. Et que le programme de la NUPES, c'était pareil, que le programme du Front Populaire, c'était pareil. Mais tout ça, en fait, justement, de vouloir s'attaquer, comme je disais dans le commentaire, à la piñata qu'on a décidé de choisir par Mélenchon. En fait, mais sauf que c'est très grave. Non, mais c'est vraiment très très grave. Regarde, Retailleau, c'est une réalité. Le gars, il gouverne, hein. Sans aucune légitimité au passage, hein, parce qu'il n'a pas gagné les législatives. Ouais. Voilà, c'est 5%, ça. Cet individu, c'est 5%. Ça pèse 5%, bon sang. Mais si les gens ne comprennent pas que c'est par définition une dictature, ça. Mais comprenez les gens, c'est par définition. Après, si vous voulez qu'on utilise des termes plus techniques en vous disant oligarchie, système oligarchique, machin, si vous voulez, il y a aucun souci. Une oligarchie plutôt pseudo-républicaine, mais si vous voulez, il y a aucun souci. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont très attachés à la casuistique politicienne, etc. Franchement, si vous voulez avoir l'intitulé de la sauce à laquelle on vous mange, si vous voulez, moi, je m'attarde plus au fait qu'on nous mange. Donc après, sauce moutarde ou sauce poivre ou... Non mais c'est vrai parce que les gens ils ont envie de bouffer un bon grec là. mais tu dis bon les gens vous êtes marrants mais la réalité elle est celle-ci. C'est-à-dire que là Retailleau il est en roue libre mais parce que pourquoi il fait ça? Pourquoi sur la question des mamans voilées? Au-delà du fait qu'on n'arrive plus, parce que d'ailleurs le monde ne fait plus ce taf, d'identifier le fait que c'est de la haine pure, c'est de la pure haine. Ça ne s'inscrit absolument pas dans aucune manière dans tous les attendus de la loi de 1905 sur la laïcité. Donc déjà, ça c'est du bullshit. Ce n'est pas vrai. Parce que déjà, premièrement, ça ne s'applique pas aux usagers, sauf qu'en plus, en l'espèce, les mamans qui accompagnent ne sont pas des usagers de ce service public. Ben oui. C'est ça aussi le truc. C'est qu'elles sont des personnalités extérieures qui interviennent à leur bonne grâce et à leur bonne volonté. Qui prêtent main forte en plus, c'est ça le pire. Bah bien sûr. Bah demande aux autres parents de se rendre dispo. Voilà. Ah, c'est pas de bol, hein. Ouais. Mais tu vois, et donc en gros, c'est de la pure haine. C'est donc oui, de l'islamophobie, c'est de la xénophobie, c'est du racisme. Mais surtout, en fait, après, maintenant, pourquoi? Mais parce que c'est quoi son programme? C'est quoi son programme, Théo? C'est quoi leur programme? Qu'est-ce qu'ils veulent pour le pays? Non, mais là, les prix ne font qu'augmenter, mais ça va être violent, vous allez voir, hein, ça continue. Hein. Et d'ailleurs, ça fait flipper. Et il y a Gothmous qui dit, à part interdire le voile, occupez-vous des dettes de 3,3 milliards, non? Il y a Jacques Stellier qui dit, on se dirige tout droit vers un état d'apartheid, tiens, où des citoyens français seront brimés de certains droits fondamentaux. Petit à petit. Oui, mais parce qu'après, c'est la technique basique de toutes les dictatures. Tu sais, quand Kadhafi a participé à un coup d'État en 1969, en septembre 69. À ce moment-là, en fait, il n'était pas seul. C'était un groupe d'officiers, donc en Libye, hein, pour se resituer le contexte. Et en 1969, en fait, c'est un coup d'État qui s'est passé, on va dire, plutôt tranks. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a eu pas eu un mort, il n'y a même pas eu un coup de feu. Le roi était en fait en Turquie à ce moment-là, il me semble, pour des soins, donc il est resté là-bas. Donc au final, le pouvoir s'est déposé tranquillement. Il y avait une figure assez âgée dans le groupe d'officiers qui pouvait sembler naturellement être le leader de ce mouvement-là. Donc, pour l'instant, tout le monde était un peu confiant, ça allait tranquillement. Donc, il y avait même une sorte d'euphorie en Libye, parce qu'on se disait, enfin, une jeune génération qui veut peut-être renouveler les choses, et c'était le discours qu'il y avait officiellement. Parce qu'en plus, il était question de mieux gérer le pétrole et le gaz en Libye, etc., etc. Et ça, d'ailleurs, aussi, pour rappeler un peu aux gens que si les gens sont encore en train de pleurer Kadhafi, je peux absolument, encore une fois, rien faire pour vous, à part simplement vous dire, regardez la Libye avant 69, avant Kadhafi, et vous comprendrez en fait que ce que les Libyens ont perdu avec Kadhafi.
et que tout ce qui se passe par la suite, c'est à cause de ça. Mais bref, Kadhafi n'avait pas encore le pouvoir en 69, ni même en 70, ni en 71. En fait, il va avoir une phase importante, c'est le fameux, ce qu'on appelle le Khitab Zouara, le discours de Zouara, où il fait un discours. C'est ce moment-là, comme je l'écris dans un article, qu'il prend le pouvoir. Et d'ailleurs, il va faire emprisonner des officiers qui étaient avec lui, dans le truc. C'est là qu'il, comme on dit, il prend le plein pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi l'acte fondateur de ces prises de pouvoir ? C'est pas, regarde, c'est pas il dit « c'est bon, c'est moi le patron ». Non. Il cherche un bouc émissaire et il l'évoque. Toujours comme ça. Et là, d'ailleurs, il supprime 1200 étudiants, etc. Et tout. Ah ouais, parce qu'il avait mauvais sur les étudiants. Il a dit soit vous êtes des communistes, soit vous êtes des frères musulmans. Donc, de toute façon, encore une fois, islamo-gauchistes, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et c'est drôle, quand même. Et parce que, en fait, parce que leur péché, c'est de réfléchir, en fait. C'est juste des gens qui réfléchissent. C'est ça, en fait. Et dans une dictature, on n'aime pas les gens qui réfléchissent. Bah ouais, non, parce qu'ils peuvent se rendre compte de trop de choses. Bah, c'est ça. Et donc, en gros, ce que fait Retailleau, ce que va faire Valls, parce que, non, mais il est là. Non, mais c'est un truc de ouf. moi, j'étais là-bas, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Bref, tout ça, c'est la stratégie du bouc émissaire. Comprenez bien que c'est une stratégie qui est explicitement dans une logique dictatoriale. Parce que ça signifie en fait que c'est pareil, hein, les fascistes espagnols faisaient la même chose, les fascistes italiens faisaient la même chose. Les Chinois avec les Ouïghours. Oui, entre autres, oui, bien sûr. Même avant, quand il soupçonnait dans la fameuse révolution culturelle, les autorités chinoises, c'était très tendu dans les années 70, ils soupçonnaient en fait qu'il y ait des sociotraîtres dans les universités, etc. C'était chaud. Sociotraîtres. Non, ça c'était chaud. Et c'est toujours la même chose. Quand tu commences à chercher un bouc émissaire, ça sent toujours très très mauvais. Bah c'est bon, bah tu vois, au moins on le dit, on le répète, mais c'est dingue que ce soit c'est devenu un marronnier cette histoire de voile d'accompagnatrice et tout, peu importe les ministres, c'est tout le temps là, ça bouge pas. Et là, Kevin, non mais par exemple, question sérieuse, vas-y, entre guillemets, et je dis ça même pour tout le monde, vas-y, on fait quoi ? On peut faire quoi ? Tu vois, en gros, fondamentalement, réfléchissez, on fait quoi ? À part peut-être éventuellement faire des procédures, mais moi le Conseil d'État, j'y crois plus, hein. Moi, je te dis, le Conseil d'État là-haut, j'y crois plus. Hein Cour européenne des droits de l'homme. Ah oui, mais Cour européenne des droits de l'homme n'a aucun effet de contrainte. Donc voilà, c'est bon, c'est tranquille. Voilà. À part dire, c'est pas bien, vous respectez pas les droits de l'homme. Et la France répond, garde la pêche. Ah ouais, putain. Ouais, c'est tout. Hein. C'est quand même chaud. Hein. Ça met aucune pression. Non. Sauf s'il y a une pression médiatique, quoi. Ouais, voilà. C'est l'emballement médiatique qui fait celle qui compare Mélenchon à Le Pen, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, elle est bonne la pression médiatique. Non mais c'est grave, hein. Non mais le constat, il est vraiment préoccupant, hein. Parce que c'est Le Monde là. Je te parle pas. Là, je te parle pas du Canard enchaîné ou du GDD. Non. C'est censé être à gauche, c'est censé être. Même pas forcément. C'était censé, voilà. C'est plutôt centriste. Ah ouais. Ouais, officiellement. Oui, c'est du centrisme. Mais c'est du centrisme intello, tu vois. C'est justement ni de droite ni de gauche, bien au contraire, tout en même temps. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Donc, mais voilà. Voilà. Elisabeth Borne, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et du supérieur et de l'enseignement supérieur. C'est un truc de ouf. Tu connais, toi, le syndicat de l'Éducation nationale et du supérieur, la SNALC ? Non. C'est un syndicat qui a réagi je connais le SNES, mais là c'est la SNALC et ça a réagi le SGEN aussi à la nomination d'Elisabeth Borne en disant là le SNALC l'avoue, il ne sait plus quoi dire. Ils ont juste fait ce communiqué, mais qui est réel. On est allé sur le site et tout. Ouais. Ils ont mis ça. Ils ont mis là, le SNALC l'avoue, il ne sait plus quoi dire. Paris, le 23 décembre 2024, machin. C'était juste ça le communiqué. C'est vraiment un communiqué. Ouais. Communiqué de presse, on est allé sur le site. C'est vraiment ça. Il y a juste cette phrase. Là, j'avoue, le SNALC l'avoue, il ne sait plus quoi dire. C'est génial. Même on parle des enseignants. C'est un syndicat d'enseignants du national de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc du primaire, secondaire et supérieur. Hein. C'est chaud. Bah bien sûr qu'ils n'ont plus rien à dire. Mais évidemment. Ils ont une nana qui a été partout. Et ça veut tout dire. Bah ça veut tout dire, ouais. Et ça veut tout dire. Bah ouais. Parce qu'ils savent très bien que la Go ne saura pas défendre leurs intérêts. Enfin, c'est quelqu'un qui a été partout. Non, mais c'est pas son projet. C'est pas son projet, non. Elle va juste défoncer l'éducation nationale. Ah ouais. Comme tout ce qu'elle a fait depuis le début. Mais parce que c'est ce que veut Macron. Et nommée à l'éducation nationale sur BFM TV, Elisabeth Borne reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste de ces sujets. Elle n'est pas spécialiste de ces sujets. Bah oui, c'est pas Danone. Ouais, on a compris. Ouais, je sais ces trucs-là. C'est ce machin-là. C'est quoi, CP, CE1, moi je connais un peu ça. Il y a un prof.
Comment ça se passe? Donc, qu'est-ce qu'elle va De toute faire? façon, vous avez 15 par classe. Voilà, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre Comme si c'était Danone. Mais elle va reprendre les propos merveilleux de Sarkozy, le délinquant multirécidiviste racaille de son état. C'est-à-dire, en fait, mais les profs, ils sont payés à rien foutre, en fait. C'est pas normal, ça. À un moment donné, les gars. Moi, en tout cas, dans mon Agençon de Sailly, on avait des bons profs. Hein. Là, va falloir se réveiller à un moment donné. Donc, les profs, vous êtes bien mignons avec vos 18 heures. Alors, je parle même pas des agrégés qui sont des fois à 16 heures. Qui bossaient pas assez. Bien sûr. C'est du foutage de gueule, c'est connu. En plus, ils ont toutes les vacances. Mais quel scandale d'avoir toutes les vacances. Oh là 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 là. Oh, incroyable, ça, dis donc. Parce que c'est vrai. Dingue, hein. Mais par contre, enfin, je veux dire, là, j'espère que les gens ne croient pas que c'est du conspi parce que vous êtes fatigués. C'est plus du conspi, c'est factuel. Il y a un démantèlement de l'éducation nationale. Et on n'est pas au début, hein. On n'est pas du tout au début. Pour l'orienter vers de la privatisation, tu veux dire? Bien sûr. Tu sais, c'est quoi tu sais qu'il a été quantifié, le marché de l'éducation au niveau européen? Le marché. C'est-à-dire? En termes de business. Ben oui, si tu convertis ça en business. En gros, oui, on est parti d'un truc simple. On est parti celui du soutien scolaire. On a fait, oh, ça apporte de la thune quand même. Mais alors attends, si en soutien scolaire ça apporte autant, mais alors si on tout devenait privé, mais ça apporterait des milliards. Bah allez, c'est parti. Allez. Ah, par contre, ça concernerait plus les gens qui n'ont pas de thunes. Ah, mais on en a rien à foutre depuis le début de toute façon. Donc, ils ont pas de pouvoir d'achat. Voilà, parle-moi CAC 40. Hein, intègre-toi. Voilà, fais un stage éventuellement. Mais on le sait ça. Et c'est ça. Mais c'est vraiment ça le projet. C'est flippant là. On parle en plusieurs dizaines de milliards. C'est en termes de marché. Mais vraiment. En gros, si tu veux, c'est affreux, je vais le dire et ça va devenir réalisatrice. Non, parce que c'est une profession réalisatrice, c'est atroce. Mais ça va le faire. Il va y avoir un Amazon de l'éducation. Ah, vous allez voir, les gens, vous allez pleurer du sang. Enfin, vous allez pas vous en rendre compte au début parce que c'est le principe, justement. Et c'est surtout le pire, c'est qu'après, on aura des générations qui ne s'en rendront plus compte puisqu'ils ne sont pas éduqués. C'est chaud, ça. Ça, c'est très chaud. C'est très, très chaud. Et c'est le projet, hein. Ça a commencé. Et c'est pour ça. C'est vrai qu'ils font tout pour rendre de moins en moins attractif le système scolaire public. C'est quand même dingue. Il y en a plein qui ont réagi par rapport à ça. Tiraï qui dit, elle a dit elle-même qu'elle était incompétente, c'est quand même dingue. Dylan, normalement c'est discriminatoire. Dylan LFI qui dit, c'est tout à fait normal que le SNAC n'ait pas de mots. Une personne qui n'y connaît rien des sujets de l'éducation nationale, nommé ministre de l'éducation nationale, c'est une blague pour tous. Et Flo Olympique 06 qui dit, comment peut-on comment peut-on autant prendre les Français pour des cons, pardon? Elle-même a dit qu'elle n'y connaissait rien. C'est aberrant comme situation. On a vraiment un pays de moutons. Non, c'est vrai que là, j'avoue même... normalement, t'es le président, t'as un de tes ministres qui dit ça, tu dis, bon, c'est quoi, vas-y, dégage, je me suis trompé. Pardon. Non, mais là, on n'en est plus là, c'est terminé. Mais ils s'en foutent. Là, nous, on accepte trop de trucs. Mais là, on n'est plus dans de l'accident, on est dans de la volonté de nuire, là. Il y a volonté de nuire, faut être très clair. Quand on veut éclater l'éducation comme ça, c'est qu'il y a volonté de nuire. C'est qu'on veut détruire le système démocratique, c'est qu'on veut détruire notre société. Le truc, c'est quoi? C'est que je suis rien ni personne, donc je vais appeler rien du tout, c'est-à-dire je vais juste dire ce que je pense. C'est à savoir que les profs, va falloir qu'ils se réveillent parce que c'est la fin. C'est la fin, en fait. Hein. Donc, j'ai presque envie de dire, faites au moins la bataille des Thermopyles. Au moins ça. Faites le truc de vous êtes 300 sur la colline et vous faites les oufs. Faites au moins ça. Je sais pas, je vous dis ça, je balance une bouteille à la mer, ce que vous voulez. Les parents d'élèves, au lieu de tous vous dire qu'il va falloir vous réfugier dans le privé, ce qui est une très mauvaise idée. Je le répète, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que vous allez alimenter une bête qui va vous manger. C'est ça, en fait, le truc. C'est que, oui, évidemment, on l'entend. Mais oui, tout le monde l'entend, en fait. N'importe qui a un cerveau entend très bien que si vous mettez votre enfant dans une classe où ils sont à peine 12 et que le prof est plus ou moins bien payé, parce que c'est pas toujours le cas d'ailleurs, même dans le privé, hein, et donc, du coup, il y a un enseignement qui a l'air de qualité, etc. Bah oui, évidemment, c'est toujours bien. Hein, et que, forcément, si on fait le contraste avec la déshérence dans laquelle se trouvent de nombreux établissements publics en France, bah oui, sauf que là, bah, vous êtes littéralement confronté à l'une des multiples limites de la pensée individuelle et individualiste versus pensée collective et l'avenir de notre pays. Donc le truc, c'est quoi? C'est que littéralement, sauver votre vie, c'est sauver l'éducation nationale. Avec tous les défauts qu'elle a, mais justement, ce sont des défauts sur lesquels ils vont appuyer, ils vont continuer d'appuyer. Mais si on détruit l'éducation nationale, et c'est précisément ce qui est en train de se produire, ça n'a pas commencé. C'est en train de se produire, bien sûr, littéralement, sur tous les plans, moraux, techniques, administratifs, tout. Mais vraiment,
Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a évidemment un nombre important de profs qui s'en rendent compte, mais souvent ils se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie des grèves, etc. Là, j'ai envie de dire. C'est facile de dire comme ça, mais soyez créatifs. Franchement, je vous le dis. Hein. Ah, mais moi, je suis pas un devin. Il va falloir être créatif, mais il va falloir faire quelque chose. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit. T'as Andrea qui te dit, je suis d'accord avec toi, Dr H, sauf que mon fils, alors c'est un cas particulier, il était DAH et HPI, et elle dit que si elle l'avait pas mis en privé dans une section sportive avec une pédagogie différente, il aurait été dégoûté de l'école. C'est vrai. Non mais franchement je le sais. On sait non mais je le sais à 10 000%. Ouais. C'est tout comme il faut savoir parce que ça on le sait moins. Mais c'est vrai que c'est malheureusement pas systémique, justement. Il y a des écoles où il y a des profs. Publics. Il y a des écoles publiques où il y a des profs et des directeurs et directrices qui font ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais effectivement, où t'as une. Pas pour moi, hein, mais aux enfants, mais c'est qu'une directrice qui, elle, c'est Montessori, prise en compte inclusive, accompagnement, etc. Ah bah ouais, il n'y a pas que pour les riches. Parce que Montessori, à la base, c'était pour les pauvres, hein. Ça aussi, c'est ça le pire. Et c'est devenu du 8 cas par an. Et donc, tu imagines le marché, c'est que ça dit, oh, c'est bien Montessori, mais Montessori pour les chéris, hein, parce que c'est ça le projet. Montessori. Montessori, exactement, Montessori, frère. Mais oui, c'est exactement ça. Donc en fait, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait, sauf que en vérité, on a beaucoup. Tiens, on va prendre un exemple. Un exemple c'est de la psychosociale de base. Hein. Vous avez pas remarqué qu'il y a un truc dans les écoles publiques pour tous les parents là? Ça s'appelle la coopérative. En vrai, ça peut sembler malsain quand je le dis comme ça, mais en fait non. En vrai, vous pouvez acheter l'école. Je parle surtout de l'école publique. Parce que ce que vous payez pour l'école privée, pourquoi vous le donnez pas en coopérative et qu'après vous parlez avec vous imposez avec les profs, vous posez comme ça, vous dites voilà. Alors on a ramené, parce que je vous assure que si vous ramenez 5000 balles, hein, j'ai pas dit toute l'année tout le monde. J'ai dit 5000 balles. Donc, vous mutualisez. Parce que ça dépend. Il y a combien juste dans une école primaire, par exemple? Il y a. On doit dans les 200 élèves. Ouais, c'est ça, 200, 300. Ça dépend des villes, des quartiers, etc. Mais voilà, 200, 300, c'est pas impossible. La preuve, des gens vont payer le privé pour eux tout seuls. T'imagines, par tête. Hein. C'est à peu près 5000 par tête, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, et là, il y a Maman Zeb qui dit 1000 € par mois pour l'école Montessori à côté de chez moi. Voilà. Tu vois, imagine, juste 1000 € mutualisé pour un an en public, tu le mets en coopérative. Mais par contre, vous vous réunissez entre parents. Par contre, alors oui, je sais, c'est compliqué, il faut dépasser les attentes personnelles. Je sais tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut falloir se mettre en intelligence, mais de se poser et de se dire, on s'est mis en syndicat de parents, machin. On s'est cotisé. Voilà le truc de la coopérative. Maintenant, on va discuter avec les profs dans le sens, et on est là, on vous soutient. Ce que l'éducation nationale ne veut plus faire ou ne veut pas faire pour vous, nous, on est là, on va le faire pour vous. Vous avez des projets, on le fait. Il y a un problème au niveau des classes, venez, on fait même parce que je sais qu'il y a des contraintes au niveau du poste, etc. On trouve des astuces. Il faut trouver des astuces. Et à ce niveau-là, en fait, on peut, en quelque sorte, reprendre le pouvoir sur l'éducation nationale. Parce que même si c'est effectivement une vaste et grande usine à gaz, ça c'est clair et net, c'est clair, et c'est tout le problème de ce qu'on appelle de la bureaucratie. Voilà. Oui, puis en plus les initiatives personnelles de gens qui essayent de faire évoluer l'école publique, etc. Ils n'aiment pas non plus parce que la Cécile Alvarez ou Céline Alvarez qui avait voulu développer certaines méthodes, en plus elle avait fait exprès de faire ça en zone d'éducation prioritaire, etc. Ils lui ont dit dégage. Et elle est partie en Belgique, ils lui ont ouvert les bras. Vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'on fait. Mais bien sûr, mais évidemment. Et c'est pour ça que mais j'ai pas dit que c'est la seule solution ou c'est la meilleure solution. J'ai dit juste que faut y réfléchir. Et en fait, il y a plein de cas comme ça. En gros, il faut se soutenir mutuellement. Il faut que les profs considèrent qu'ils ne doivent plus penser que entre eux. C'est-à-dire que entre profs, parce que pardon les gars, mais ça marche pas. Hein. Ça s'est vu, hein, ça marche pas votre truc. C'est pour ça que même, oui, je pèse mes mots quand je parle qu'il faut dépasser la logique syndicale. Parce que c'est simple. Hein. Premièrement, le syndicalisme, c'était quelque chose d'excellent. Pourquoi ? Parce que c'était de l'anarcho-syndicalisme. Voilà. Et l'anarcho-syndicalisme, il n'y avait qu'un seul syndicat. Il n'y en a pas 10. Parce qu'il n'y a aucune raison d'en faire 10. C'est une exception française, hein, ce délire de plusieurs syndicats. Dans les autres pays, il y en a un ou deux maximum. Tu veux qu'on parle du méga syndicat de tarés américains de travailleurs dans le 19e et début 20e à tel point que l'État américain était obligé de les tuer. Non mais là tu comprends la vanne de Coluche. C'est que si ça marche, ça devrait être interdit. Ouais. Mon gars, clairement. Ah non, mais ils ont été pourchassés, exécutés. Plus de 40 leaders
syndicalistes américains, au moins, ont été poursuivis et exécutés. Non mais, pour être syndicaliste, est-ce que tu comprends la force de frappe? Parce que les gars, c'était des déglingos. Ils ont fait un taf de fou. Car, je le répète, le syndicalisme à l'origine, c'est de l'anarcho-syndicalisme. C'est un produit anarchiste. Et parce qu'anarchiste était extrêmement efficace, parce qu'il était déterminé par la propagande par les faits. Et une logique mutualiste, où en fait, on était en cohérence et en bonne intelligence. Dès que le syndicalisme est devenu autre chose, c'est devenu, mais de la merde, je vous le dis très clairement, c'est devenu de la merde, littéralement. Donc, je sais, c'est très dur pour certains qui disent non, mais c'est pas vrai, etc. C'est devenu des antennes de partis politiques, c'est devenu des lieux de recyclage, des petits fiefs, de la baronnie locale, etc. Tout ce qui est de plus horrible. C'est pour ça que les gens ne syndiquent pas, parce qu'ils le voient, en fait. C'est pas intéressant. C'est devenu, Or, aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, mais pourquoi faire un syndicat de parents et un syndicat de profs? Pourquoi ça devrait pas être les mêmes ensemble? Ouais, c'est des intérêts communs. Mais évidemment. Ouais. On devrait faire. En fait, il ne devrait y avoir que le syndicat de l'éducation nationale. Le syndicat pour l'éducation nationale. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et là, tous mobilisés, tu vas voir. Tu vas voir à ce moment-là. Oh, bref. Moi, je pense que si demain on a des enfants, bébé, on va juste les amener chez Hamza et il va s'occuper de leur éducation. On les récupère en milieu d'après. Voilà, c'est vous avez appris quoi? On a appris que Élisée Reclus, il a dit que... Et puis comme le dit Todd, tu sais, genre, les petits qui sont là. Voilà, c'est ça. Il y a un moment, on va faire de l'éducation entre nous, hein, parce que ils vont savoir lire, écrire, et ils vont savoir surtout réfléchir et penser. Hein. Non, mais c'est vrai que tu te dis où tu vas les emmener. Et j'ai pas envie de participer au délire de l'école privée. Enfin, j'ai été en privé en plus. Hein. Ma mère n'avait pas le choix dans le 19e arrondissement. Les lycées, les collèges privés étaient nuls à chier. Genre, le public, était nul à chier. Genre, Georges Roux, pour ceux qui connaissent, ma sœur y était. C'est la police qui passe une fois par semaine. L'école, à un moment, qui est fermée parce que les murs y tombent. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc, ma sœur, comme elle y était, elle a dit à ma mère, franchement, on voit pas Kevin là-bas et tout. Donc, on est allé dans un petit privé, hein, parce que on était tous de la classe moyenne dans ce truc-là. C'est un privé qui était à 300 € par trimestre, donc un petit budget, mais qui est pas le truc qu'on pourrait avoir là où ça parle de 1 000 € par mois, enfin jamais de la vie. Et, c'est une fourchette basse, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Non mais c'est fourchette basse moyenne, plutôt moyenne haute. Ouais. Moi c'est un petit privé catholique. C'est trop cool parce que au début t'es obligé d'aller à la messe et tout si t'es catholique le matin, et puis après du jour au lendemain tout le monde s'est inventé une religion. Ah non, moi je suis pas catholique. Ah bon? D'accord. Je suis bouddhiste tibétain. Oui, tu commences à 9h. Là tu deviens... parce que d'aller à la messe le jeudi tu deviens matin, même protestant ce que tu veux. Tout, on était tout. Vraiment. C'était trop drôle. Tout. Mais ouais, donc c'est clair qu'au bout d'un moment, tu veux dire, non, tu veux pas participer à ce truc-là parce que quand tu sais que les écoles privées, grâce à toi, on l'a appris, ont des aides de l'État. Non mais c'est délirant. Je te dis, en 84, on aurait dû les étouffer, ça serait terminé. Normalement, enfin bref. Mais il y a vraiment, voilà, c'est vrai que c'est un vrai projet, c'est très préoccupant. C'est un projet très préoccupant parce que c'est l'américanisation de notre société, et dans le mauvais sens du terme, parce qu'en plus nous derrière, on n'a même pas les universités qui sont à la hauteur. Parce que pour des raisons, pour d'autres raisons encore une fois, et qui posent réellement problème. Mais bon, là en fait, faut... j'aime pas à la base avoir une vision effondriste, etc. Mais là, il y a que des signaux. Quand t'es en Asie, tu vois l'Europe et l'Occident de manière assez lointaine, et que tu vois par exemple, tu vois, je viens d'apprendre là, ça a été entériné. Je pensais que c'était encore en cours, mais ça vient d'être entériné, l'adhésion de l'Indonésie chez les BRICS. Ah ouais. Donc le game est en train vraiment de continuer de changer, mais vraiment. Et que là... Ah non, pardon, ils vont rentrer. Ah oui, pardon, j'ai cru qu'ils étaient... Et en fait, et là par exemple, on parle maintenant même de l'adhésion de la Turquie. Bah oui, parce que eux, ils ont essayé l'euro. Et l'euro leur a dit allez vous faire foutre. Bah oui, parce que vous avez des moustaches en fait. Ça nous dérange beaucoup, vos moustaches. Parce que c'est ça, en fait, à la fin, l'argument c'est ça. Hein. Donc, quand tu vois ce qui est en train de se passer, quand tu vois la crise politique en Autriche, quand tu vois la crise politique en Belgique, quand tu vois la crise politique aux Pays-Bas, quand tu vois la crise politique en Grande-Bretagne, quand tu vois la crise politique au Canada, qui sont d'ailleurs pas des crises en fin de compte, c'est plutôt la continuation de ce système-là. Quand tu vois le PDG de Renault, je crois, tu sais, qui dit il y a plus de thunes en Europe. Tu dis, s'il dit ça, c'est que c'est pire que ce qu'il dit. Ouais. S'il dit ça, c'est que c'est pire que ce qu'il dit. C'est clair. Et il dit donc on va augmenter nos coûts de 40%. Ouais, parce que c'est vrai qu'une Renault à 37 000 €, c'est encore trop cheap. Donc il faut monter encore de 40% pour que les gens soient motivés. Elles sont plus chères. On a de la marge. Ouais, faut y aller. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, mais attends, on est dans un monde. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire là? Qu'est-ce qui va se passer en France, en Europe, mais surtout en France?
bah, les gens vont continuer de tirer sur la corde des crédits. On va augmenter les crédits à la consommation, on va même encore plus les libéraliser pour donner l'impression que c'est ouvert. Sauf que là, littéralement, les gens, c'est pas qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, ils ne vivent plus dans leurs moyens du tout. Plus du tout. Non, c'est dingue. Et donc, et là, c'est la boucle. Oui, mais donc, du coup, je peux pas faire grève, mais du coup, je peux pas démissionner, mais donc, du coup, je peux pas arrêter de faire ça, du coup, je peux pas arrêter d'être slave de tel ou tel machin, etc. Parce qu'il y a encore des gens qui sont choqués quand on dit que les salariés, c'est des esclaves. Mais on peut pas comparer. Si, c'est pas comparer. George Orwell, il a une phrase que j'adore. Là. Il a dit si votre salaire ne vous permet uniquement que de manger et de dormir, à une autre époque, on appelait ça l'esclavage. Ouais. Bah oui. Non, mais parce que, encore une fois, évidemment qu'il y a des formes hardcore d'esclavage. L'ennui, c'est que j'ai envie de dire aux gens, les gens, faites attention, ne retenez pas des formes hardcore les seules formes d'esclavage. En gros, on n'est pas obligé de vous mettre des chaînes autour du cou et des casques, je sais pas quoi, sur le visage et machin, pour pratiquer l'esclavage. Ça, c'est juste de la grosse dégueulasserie qui a été bien pratiquée aux États-Unis, voilà, surtout aux États-Unis, pour rappeler un petit peu aussi, certainement, je vois sur les réseaux sociaux, ça me... n'importe quoi, où ils essaient de revisiter l'histoire en disant que non, finalement, c'était plutôt soft, l'esclavage aux États-Unis. C'est les Arabes qui faisaient l'esclavage plus ça, j'adore à chaque fois. Mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Mais voilà, tu vois. Donc, on va avancer sur la dernière news qu'on a traitée sur OSS Macron. Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci, affirme Emmanuel Macron, après l'intervention militaire française au Sahel en 2013. Aucun ne gérerait un pays souverain sans celle-ci, ajoute-t-il. Parce qu'il a dit qu'en gros il trouve ça, il a dit ils ont oublié de nous dire merci pour avoir débarrassé du terrorisme le Sahel etc. Et il disait que on nous dit pas merci, mais quelque part j'ai l'habitude. Il a dit j'ai l'habitude parce que l'ingratitude c'est une maladie non transmissible à l'homme. Il a dit une phrase que j'aimerais qu'on décortique. On va la remettre. On va la retrouver. Emmanuel Macron. Non, transmissible. Non, mais faut l'arrêter à un moment donné. Je veux dire, faut intervenir d'urgence, là, sincèrement. Voilà. C'est non-assistance à personne dégueulasse, mais voilà. Littéralement, en fait. Alors, attends. Ouais. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ce n'est pas grave. Ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. J'essaie de comprendre. L'ingratitude, c'est une maladie non transmissible à l'homme. C'est-à-dire que tu considères que toi, tu ne seras pas ingrat parce que tu es un homme. Mais ça veut dire que là... Non, mais... Que l'ingratitude, c'est un truc qui est pas humain, qui est pas pour les hommes. Pour les animaux. Qui ne sont pas des hommes. C'est un grand malade. Non, mais moi, je comprends pas autre chose que ça, là. Genre, vraiment, là, je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Non, mais ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Il est con et il le fait exprès en plus. C'est quand même impressionnant. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait un debunk là-dessus. Non, mais là, on est dans le cas camelotien. On ne sait ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est quand même... Je vais aller sur un site belge, parce qu'ils ont un peu plus de recul que nos médias. Maladie non transmissible à l'homme. Parce qu'au final, les gens, ils sont plus arrêtés sur le... Bien sûr qu'il ne les comprend pas. Mais bien sûr qu'il ne comprend pas ces phrases. Il ne comprend rien à ce qu'il dit. Il fait des phrases et je suis sûr qu'il ne les comprend pas. Mais de toute façon, il n'a jamais parlé sérieusement. Il n'a jamais parlé correctement. Mais vraiment. Tu sais, à chaque fois, les gens, oui, il a du charisme. Mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Hein. Non, mais... Pareil, parce que là, c'est très... En vrai, ça, le plus que le... ils auraient dû nous dire merci là, donc ce truc d'ingratitude colon. C'est pas grave, vas-y, j'attendrai. Ouais, tranquille. Mais c'est vrai que cette phrase, je trouve que personne s'est assez attardé sur ce truc de non transmissible à l'homme. L'ingratitude, c'est une maladie non transmissible. Comme t'as dit, personne. Quoi, les médias, hein? Ah bah ouais. Bah oui, forcément. C'est une dinguerie. Forcément. Parce que non, on est occupé à comparer Jean-Luc Mélenchon avec Le Pen. C'est très important. Tu te rends pas compte en fait. Il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachons. Il faut que les gens sachent bien. Non mais vraiment, il faut que les gens croient. On en est là, parce que c'est bon, nique sa mère le français, on y va, allez, on y va. Mais c'est délirant, Mais ça, c'est pareil, hein. C'est un symptôme typique des dictatures. Ah bah quand un président, il en a plus rien à foutre de ce qu'il dit et comment il le dit.
Ouais. Oui, je veux dire, pareil, j'ai peut-être travaillé sur le dossier Kadhafi. Tu sais, qu'il disait n'importe quoi. Et j'étais là, à un moment, il s'arrêtait longtemps. Parce qu'il cherchait ce qu'il devait dire, et après, il disait que de la merde. Vraiment que de la merde. Et donc, du coup, on était habitués, quoi. Tu vas kiffer, on a une phrase de Kaamelott pour toi, de la part d'Alexis, qui dit: non, mais il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte. Ah non, mais ça, c'est Perceval. Mais bien sûr. Mais c'était Perceval. Enfin, il a dit ça à Perceval. il a dit ça à Perceval. Ouais, exactement. Non, mais parce qu'à un moment donné, il lui dit une phrase, mais elle est improbable. Mais c'est magnifique. Mais c'est du même niveau. C'est vrai. Sauf que Perceval, c'est bienveillant. Tu vois. Ouais. Et donc. Lui, il arrive à dire des trucs incompréhensibles et méchants. C'est fort quand même. Ouais. Hein. Tu vois, parce qu'à la limite, tu peux dire un truc que tu fais: ah mince, je crois qu'il essaie de dire quelque chose. Mais je pense que je vais isoler ce passage et je vais demander au réseau. Mais lui, t'as pas envie de l'aider parce que tu dis: je sais pas ce que tu viens de dire, mais je sais que tu viens de m'insulter. C'est ça qui est bizarre quand même. Ouais, trop bizarre. Je sens que c'est nul. On sent que c'est méchant. Mais ça veut rien dire, mais on sait que c'est quand même méchant. On sent qu'il t'as quand même voulu faire du mal en fait. Quand même, c'est ça en fait. Il a vraiment voulu faire du mal. Au moins, on retiendra cette intention. Ouais, non, c'est vrai. Un truc de ouf. Alors, il a poursuivi en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a... Alors, attends, oui, pardon. Non, j'ai sauté une étape. Il y a eu une réponse de la part de Sonko, qui est le Premier ministre sénégalais. Ouais, enfin le président, quoi. Ouais. Bon, Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. La décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Oui, on rappelle que il fait ce discours parce que en fait, t'as plusieurs pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je crois aussi, qui ont demandé à ce que les troupes françaises dégagent. Le Tchad et tout, trop bien. Le Tchad, ouais, voilà. Et en fait, il a dit un truc que j'ai adoré, j'ai partagé sa réponse. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était pas déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Et bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Ouais. Ouf. Ouais. Mic drop. Le gars a parlé, quoi. Le gars a parlé. Ouais. Bah ouais. Ta gueule. En fait, littéralement. Voilà. Physiquement même, si tu veux. Ouais, genre, ferme-la, quoi. Parce que pareil, on peut le dire maintenant, objectivement, tu vois, parce que c'est pareil pour le dossier syrien. Objectivement, c'est une très bonne chose que l'armée française se barre et que en fait la France-Afrique, c'est fini. Ça ne veut pas forcément dire que ce qui va se passer après est bien. Exactement. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'on valide en fait les gouvernances, les juntes militaires qui vont prendre le pouvoir avec toute une forme de toxicité à la fois sur le plan politique et moral, bien sûr. Etc. Parce que de toutes les manières, encore une fois, je pense qu'on ne le répétera jamais assez parce que j'ai l'impression que pas grand monde le dit. Il faut comprendre que des régimes et des règnes iniques, injustes, d'accord, tyranniques, en gros, comme la France-Afrique, comme la colonisation, comme la dictature, comme le stalinisme, etc., etc. Eh bien, non seulement c'est dégueulasse quand c'est présent, mais fatalement, lorsque vous y mettez fin, les fruits continuent. Ça, c'est super important de le comprendre. Vraiment. C'est essentiel. En gros, quand vous... je veux dire, si vous laissez quelqu'un de dégueulasse occuper votre appartement, je veux dire... Forcément, ça va s'arrêter quand vous allez le virer, mais votre appartement va être dégueulasse. Donc, en gros, faut pas être surpris de ce qu'on appelle les répercussions. Ça, c'est vraiment important. Et c'est donc une manière de comprendre une chose, c'est que ce que nous entendons de la bouche qui bave de Macron sur ce sujet-là, qui, au final, hein, quand même, soyons clairs, hein, il ne fait que dire tout haut et nullement et de manière complètement n'importe quoi. Ce que beaucoup des administrations précédentes pensaient, hein. La France-Afrique, c'est pas lui qui l'invente, hein. Tu vois, c'est pas lui qui le cautionne, c'est une vieille histoire, hein. Voilà, enfin, c'est une vieille histoire qui ne fait que trop durer. Mais il faut bien comprendre que ce truc-là dégueulasse, hein, le franc CFA, le paternalisme occidental, machin, etc. Tout ça, ça a des conséquences qui se répercuteront même après. Et donc, celles et ceux surtout ceux, hein, parce que là c'est plutôt du ceux, qui viennent ou qui vont venir au pouvoir dans ces pays de ce qu'on appelle de l'Afrique francophone, faudra pas non plus s'attendre à des merveilles. Hein.
Je sais pas pour être pessimiste, mais c'est évident. Hein. Mais tu te rends compte, et tu me fais penser à cette phrase d'Aimé Césaire, là, je la recherchais parce que j'avais noté dans mon petit carnet à citation. Par rapport à cette déférence qu'on devrait avoir vis-à-vis des colons qui ont permis aux pays africains de pouvoir goûter à la modernisation, à une démocratie, à ceci, à cela. Tu vois, il continue d'insister là-dessus. Et c'est vrai qu'Aimé Césaire a dit quelque chose. Je l'avais déjà dit dans un épisode de CKR, et on va conclure là-dessus avec cette phrase. Il a dit, en parlant des sociétés avant la colonisation, il a dit ça en 1950, il disait « Elles étaient le fait et elles n'avaient aucune prétention à être l'idée », contrairement aux sociétés occidentales. Elles étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables, ni condamnables. Elles étaient le fait, elles n'étaient pas une idée. Peut-être qu'elles n'étaient pas parfaites. Tu sais pas comment elles auraient évolué s'il n'y avait pas eu l'intervention, la colonisation occidentale. Mais tu peux pas te permettre de dire que tu as apporté quelque chose si tu sais pas ce qu'elles auraient fait sans toi, en fait. Et elles auraient peut-être mieux évolué, même. Enfin, je veux dire, la Chine n'a pas eu besoin de la colonisation des pays occidentaux pour devenir un empire de fous malades. Pour inventer le livre, en fait. Hein. Ouais, tout simplement, voilà. Non, mais le livre imprimé, quoi. C'est pour ça que il faut que vraiment, en Occident, les gars se sortent ça de la tête, quoi. Ouais, vous avez construit des autoroutes, trop bien, merci. Qui t'a dit que... Déjà, qui t'a dit que c'est ce qu'on voulait, en fait, à la base? Qui t'a dit que c'est ce qu'on voulait? Qui t'a dit qu'ils n'auraient pas pu en créer à terme? Bah oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf, quand même, d'avoir cette suffisance. Et en fait, Macron, c'est vraiment, quand on dit OSS 117, c'est ça, mais sans l'humour, quoi. Oui. C'est ça sans le second degré, quoi. Il croit à ce qu'il dit, et en fait, le personnage est bien plus dégueulasse que ce qu'on pensait. Ouais. Enfin, il croit à ce qu'il dit. Ouais, il est nihiliste. Hein. Non, pour moi, il croit en rien. Il croit en rien, mais son rien, il est très fort. Oui, c'est très dangereux, le nihilisme. Hein. Bah oui, non, parce que bien comprendre. Parce que lui, très dangereux. C'est niveau trou noir, quoi. C'est-à-dire que ça absorbe tout, mais c'est catastrophique si tu rentres dedans, quoi. C'est comme il y avait des personnes. On va le faire le point Godwin parce que c'est une fois n'est pas coutume. Voilà. Mais comme regarde, c'est vraiment marrant, mais parce que c'est important de le dire. Onfray s'amusait à dire que Hitler était animé par le christianisme dans tout ce qu'il faisait. Mais c'est totalement faux. Et c'est pas parce que j'ai envie de servir de la pommade au christianisme, c'est pas ça. C'est que on peut penser ce qu'on veut du christianisme ou des christianismes d'ailleurs, parce que c'est une pensée elle-même qui évolue, c'est une pensée complexe, machin, etc. Parce qu'il y a de la pensée, hein, faut être sérieux un peu. Hein, il y a quand même de la pensée, il y a du contenu, hein. Et il y a des manipulations derrière, évidemment. Mais c'est valable pour toutes les autres doctrines, etc. Parce que comme on l'étudiait nous-mêmes à la fac, il y a ce qu'on appelle les idéologies horizontales et les idéologies verticales. Si tu veux, en gros, les grandes religions, c'est des idéologies verticales qui ont leurs problèmes et leurs limites. Et par exemple, le communisme, comme le capitalisme ou le néolibéralisme, c'est des idéologies horizontales. Tu vois, donc dont le moyen et la fin, c'est toujours sur le même stade. Et mais là, littéralement, en fait, et c'était ça, en fait, quand tu vois Hitler, Hitler était dans une logique nihiliste, où en fait, c'était la technique pour elle-même, et c'est le moyen devient la fin. D'où là où il est parti et sur quoi il est parti. Et qu'au final, on remarque qu'en définitive, en face, hein, comme on dit, en face n'était pas contre. C'était juste un concurrent. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas un ennemi, c'est un concurrent. Et là, si on parle de la question de la France-Afrique, les saillies de Macron, qui n'ont rien à envier aux expressions d'ailleurs les plus dégueulasses du Front National. Et donc c'est pour ça que oui, en fait, moi je n'accepte pas, vraiment, je n'accepte pas cette phrase de le Front National est aux portes du pouvoir ou l'extrême droite est aux portes du pouvoir. C'est faux. Il est déjà. Mais bien entendu. Et ne pas l'avoir identifié depuis 2017, c'est dommage. C'est très dommage. Là, il les a bien niqués. Et ensuite, de ne pas l'avoir identifié dès les premiers yeux crevés, c'est encore plus dommage. Et beaucoup de gilets jaunes sont là pour en témoigner. Et pire encore, ceux qui ont même eu le péché de croire que, si je puis dire, de croire que les gilets jaunes étaient de l'extrême droite, c'était la pire des erreurs. Parce que c'était bien le contraire, même si évidemment qu'il y en avait, mais ça c'est pour autre raison. Bien sûr, il y a toujours des trucs qui se mélangent. La réalité c'est ça, c'est que ce qui est en train de se passer par contre, c'est que là c'est le chant du cygne d'un système qui se meurt. Aujourd'hui, le monde occidental est clairement dans une dérive. Amin Malouf parle de faillite morale, Todd parle de nihilisme. Je pense que c'est le constat le plus rigoureux, le nihilisme, mais parce que le nihilisme, attention, il faut le clarifier, hein. Enfin, c'est bizarre de le dire comme ça, mais le nihilisme, c'est dangereux, c'est violent,
c'est terrible, c'est terrifiant. Ça balaye tout sur son passage. Et après, tu sais, il y a une allégorie. Hein, ça pourrait être un sujet. Oui, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu sais, ça parle de ça. Hein. Le Seigneur des Anneaux, ça parle du nihilisme. Il y a plein de. Le Seigneur des Anneaux, elle est experte, elle. Ça sera intéressant de. Tolkien, mais quand t'as un truc que j'ai détesté, Un jour sans fin. Tu sais, avec Sébastien, là, je sais pas quoi, là. Avec l'espèce de dragon chelou, voilà, exactement. Ça parle de nihilisme, etc. C'était profond. Moi, j'ai trouvé ça ignoble, mais c'est très profond. Ah ouais, parce que ça parle de nihilisme, forcément. Ça passait à Noël sur M6 tous les ans. Avec la caverne de la Rose d'Or. Et voilà, mais ouais, exactement. Ouais. Mais le nihilisme, c'est quelque chose de très préoccupant, de très problématique. Et quand on pose la question du nihilisme, quand on veut parler de ça, c'est qu'il faut qu'on comprenne que justement, on a parfois diabolisé ce qu'on appelle justement les utopies et les idéaux, tu vois. Ça, d'ailleurs, c'est l'histoire sans fin, pas Un jour sans fin. Un jour sans fin, c'est un film qui est très bien. Ouais, merci, l'histoire sans fin. Ouais, comme quoi j'ai fait Denis. Ouais, une histoire sans fin, exactement. Mais quand on parle de nihilisme, parce que tu vois, je veux dire, enfin, je remets le couvert, mais parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de choquant. Quand tu vois des gens qui ont voulu ou qui prennent vraiment la défense, par exemple, d'Assad en Syrie, c'est du nihilisme. Ça ne peut pas s'appeler autrement. Tout ça parce que soi-disant t'es préoccupé par la résistance et t'as envie de dire mais la résistance contre quoi ? En fait, la résistance de quoi contre quoi ? Et le truc, c'est que ne pas être capable d'identifier des criminels où qu'ils se trouvent et de quel bord qu'ils soient, et même s'il était soi-disant, on va prendre la maxime, c'est vraiment un résistant. Mais moi, un résistant qui commet un seul viol, je lui mets une balle dans la tête. Enfin, je veux dire je parle en combat, un truc à la Che Guevara, hein, voilà, juste pour que pas de poursuite, machin. Mais je suis très sérieux. C'est-à-dire que pour moi, ça paraît très bête. On pourrait dire, ouais, mais c'est évident. Non. C'est exactement là qu'à s'inscrit la rupture entre le nihilisme et l'idée et l'idéal. Et que l'idéalisme, qu'on pourrait même requalifier, comme le disait Morin, par l'idéalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit dépasser ma condition, qui doit dépasser même mes faits et ma réalité, parce que sinon, on devient des bêtes cruelles. Bah oui, parce que sinon, comment tu résistes à la maxime de « il faut être aussi cruel que ton ennemi ». Tu résistes comment à cette maxime ? Parce que c'est ça le principe de la fin justifie les moyens. De « à la guerre comme à la guerre ». Quoi ? Il a tué tout un village, à nous aussi de faire la même chose. Mais oui, pourquoi tu le ferais pas ? Au nom de quoi tu le ferais pas ? Justement, au nom d'un idéal que tu es censé porter, que appelle-le justice, appelle-le bonté, appelle-le bienveillance, appelle-le humanité. Franchement, on s'en fout. Mais parce que ça aussi, les étiquettes des idées, c'est pas le plus important. C'est le fond des idées qui compte. Mais le fond des idées, si vous voulez, en réalité, c'est plutôt l'idée, c'est le fond qui précisément s'interpose à ce qui est un vide, qui est le nihilisme. Et qu'en définitive, toute cette violence qui se répand et qu'on voit autour de nous, elle est surtout le fruit d'un nihilisme. Quand les gens se répandent dans une forme de haine, quand les gens sont antisémites, quand les gens sont xénophobes, quand les gens sont islamophobes, quand les gens sont homophobes, etc., etc., en réalité, c'est un vide. Et on le sait, en fait, on le voit. C'est soit un vide éducatif, soit un vide moral, soit un vide affectif, soit un vide psychique, soit un vide intellectuel, soit tout ça réuni. Et après, t'as les manipulateurs qui s'amusent, qui s'amusent à chauffer tout ça. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et de ce vide-là, il est bien connu. On ne lutte pas contre un vide par du vide. On le vide par du plein, par du contenu, du fond. C'est ça l'essentiel. Et je pense que c'est un beau message parce que ça nous pousse à essayer de trouver des pistes afin de justement lutter contre ce nihilisme ambiant qui gangrène un peu toute la société dans laquelle on est actuellement et donc en gros, comprenez-le, il vous faut du plein. Et le plein, c'est de se cultiver, de lire des choses, d'apprendre des choses, de discuter, de réfléchir et de trouver des idéaux, des valeurs qui vous rassemblent, des idées. De vivre à la densité humaine. Ouais, voilà, c'est ça. Et Mimomès qui dit le nihilisme, c'est l'apologie du rien en termes de valeurs et de normes. C'est un peu ce qui est vendu pour parler de l'anarchisme par les médias. C'est une étape plus poussée que l'anomie. Oui, c'est... Oui, mais parce que, en gros, quand on parle en fait de nihilisme, parce que oui, on le théorise, etc., en disant même d'ailleurs que Nietzsche... D'ailleurs, en fait, Nietzsche n'est pas un apôtre du nihilisme, c'est pas vrai. C'est qu'en réalité, Nietzsche critiquait les systèmes hypocrites
qui prétendaient se baser sur une morale ou qui prétendaient se baser sur une philosophie, etc. C'est ça que, en fait, il faut comprendre l'ironie en philosophie. On parlait avec Schopenhauer quand il parle justement de l'art d'avoir toujours raison et de fabriquer une morale. Parce que oui, en réalité, regarde, c'est Plantu. Fabrique une. Mais exactement, en fait, parce morale. que c'est du nihilisme de faire ça. C'est-à-dire que comparer l'incomparable et mettre sur un même pied d'égalité une pensée nauséabonde avec quelqu'un qui a juste, dans le pire des cas, euphémisé des pratiques qui sont inacceptables. Tu vois, vraiment, allez, je fais l'avocat du diable. Allez, on y va. Bah, en fait, à un moment donné, c'est précisément créer un nihilisme moral. Justement, donc c'est quoi morale? C'est que oui, en fait, chacun fait la morale qu'il veut. C'est pas vrai ça. Hein. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. La morale, dans le sens mores absolu, c'est universel et non discutable. C'est on ne tue pas un enfant. Alors après, voilà, certains vont venir dire. Non, c'est pas mais on préfère être tué par une démocratie. Voilà, ouais. Savoir que c'est fait par machin, etc. Une bombe qui veut défendre la démocratie. Un exemple, on ne viole pas son prochain. Enfin, je sais pas, la personne n'est pas consentante, c'est non, en fait, c'est tout. Tu vois, mais oui, parce que au final, on est quand même confronté à des vrais problèmes, et donc il faut qualifier ces vrais problèmes. Ces vrais problèmes sont des problèmes moraux, c'est des problèmes concrets. Et l'idée, c'est que malheureusement aussi, il y a ce grand défaut qui a été posé aussi par les religions. Ça, c'est une responsabilité qui a été posée par les religions en particulier. C'est celle de faire croire que seule la croyance ou la foi peut être porteuse de morale, que seul le fait de considérer qu'on est épié par un Dieu tout-puissant, omniscient, etc., te garantit de ta moralité. C'est faux, c'est évidemment faux, parce que précisément, beaucoup de ces religieux-là sont des gens pervers moralement et font des trucs dégueulasses, et là, du coup, tu dis, comment ça se passe? Parce que c'est normal, en fait. Tu peux ne pas tromper Dieu, mais tu peux tromper les hommes. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et de deux, mais c'est qu'en réalité, attention, la morale est une construction humaine liée à son éducation, sa culture et ses orientations, et qu'à partir de là, en fait, que tu la qualifies, que tu la fasses remonter à une autorité divine, c'est une chose. Mais ça peut être considéré comme pour certains, comme nécessaire, mais c'est pas suffisant du tout. Hein. Parce que sinon tous les lieux religieux seraient des havres de paix, qui ne sont absolument pas. C'est pas le cas. Absolument pas. Parce que, attention, les dossiers qui sortent et qui vont sortir sur ces là et certains me diront, oui, mais c'est des humains. Bah oui, mais c'est justement ce qu'on est en train de dire. Parce qu'au final, que vous le vouliez ou non, votre moralité, quelles que soient vos orientations religieuses ou pas, ou politiques, ou philosophiques, ou idéologiques, votre morale, elle est liée à vous-même. C'est ça ce que j'appelle l'importance de l'exigence de morale. Cette exigence de morale, c'est comment, en gros, toi, tu es un être humain, tu grandis, tu as une éducation, etc. Et puis à un moment donné, tu as tout cet arbitrage, pas forcément le libre arbitre, c'est plus complexe que ça. Tu as tout cet arbitrage qui commence à se poser des questions. En gros, à quoi me servent ces règles? À quoi me servent ces normes? C'est quoi mes valeurs? J'ai vu des gens faire ça, est-ce que je trouve ça bien ou est-ce que je trouve ça mal? En fait, c'est ce jugement-là, c'est cet élément-là qui est essentiel. Certains se posent encore la question, et c'est très bien. Certains ne se posent plus du tout la question, d'autres restent ce qu'on appelle dans des mimétismes grégaires. Je fais comme les gens font. Et là aussi, c'est pour ça que même certains pensent que, oui, mais parce que, oui, quand je dis ça, parce qu'en plus, je ne sais pas ça dans le vide, mais il y a des études qui l'ont prouvé. Il y a des études en psychologie sociale qui sont terribles. Des études qui ont montré, par exemple, que la conscience morale des gens était trop liée à la sociabilité. Et que donc, au final, nous n'avons comme moralité, sauf si on prend la peine de faire beaucoup d'efforts, qui sont indispensables. On a l'expérience de Milgram. On a les expériences issues après l'ignoble crime qui a eu lieu aux États-Unis. Il me semble que c'était à New York. Donc, c'est dans les années 60 également. D'une femme qui s'est fait agresser. Violée devant tout le monde. Voilà, exactement. Donc tout le monde s'est dit, l'effet spectateur. Exactement. Mais tu sais qu'il y a eu des gens qui ont dit, oui, mais les croyants, ils auraient jamais laissé faire ça. Bah oui, on parle des États-Unis, tu vois, de cette époque-là. Ah bah mon pote, on a fait des études. Hein. Ah bah je te garantis que les mêmes taux, hein. Parfois même pire. Hein. Ouais. Donc au final, c'est pas pour discréditer, parce que encore une fois, il y a dans les maximes religieuses, donc dans les textes, etc., des éléments de doctrine morale extrêmement puissantes et très intéressantes. Vraiment. Et que je considère même comme indispensables. Mais je considère que des gens peuvent les trouver et les élaborer autrement, réellement, et ça converge et c'est super. Et de deux, bah, en fait, il faut encore une fois, il faut s'en saisir. Le truc, c'est quoi? C'est parce que justement,
il y a cette maxime, elle est connue d'ailleurs, elle est même connue dans différentes doctrines religieuses. C'est ne fais pas le bien parce que les gens le font, fais-le parce que c'est le bien. Mais comment tu fais pour faire le bien si c'est le bien? Parce qu'il faut d'abord l'identifier. 2, il faut le vouloir. Il faut l'identifier. Ensuite, il faut le vouloir. Ensuite, il faut s'approprier le pouvoir de le faire. C'est une triple instance morale intérieure, en fait. C'est pour ça que c'est entre toi et toi et toi. D'accord. Et la psychologie sociale, ce que je trouve génial, c'est vraiment ce qui est le plus puissant, c'est que la psychologie sociale, elle te montre l'état du chantier. Elle te dit, attends ma grande, je vais te montrer comment ça se passe. Qu'en réalité, tu as beaucoup trop et très régulièrement, tu délègues ta moralité au social. Et ça, c'est très dangereux. Bah, c'est bien parce que t'as pu répondre, ils le disent dans le chat, à un grand débat qu'ils ont eu sur le Discord concernant la religion, son impact, etc. Et je pense que t'as expliqué et répondu en partie à des interrogations qui avaient suscité beaucoup de débats houleux et agités. Mais donc c'est bien, t'as fait une pierre de coups, bravo. En tout cas, l'existence de ce débat prouve qu'il n'y a pas de nihilisme, et ça c'est bien. Ouais, exactement. Et ça c'est top de les avoir. On va finir avec le no comment. Le no comment, vous connaissez les règles, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Vous n'avez pas le droit de commenter, nous non plus. Je vais vous lire 3 news, on n'a pas le droit de les commenter. Va falloir qu'on en parle de ce débat, Kevin. Moi je sais pas ce que je sais pas ce que je vais pouvoir apporter à titre personnel, mais en tout cas j'avais prévenu Dr H que si jamais il pouvait intervenir pour en raconter des choses. Alors c'est parti, vous n'avez pas le droit de mettre de commentaires, vous êtes en full emoji uniquement, et idem si vous tombez sur cette vidéo. On commence, t'es prêt? Ça fait longtemps, hein. On va voir s'il va réussir à se retenir. Bon là on commence sur un truc honnêtement. Bon, le sous-variant Clade 1b du Mpox, la variole du singe, a été détecté en France. Joe Biden a validé la vente de 8 milliards de dollars d'armes à Israël, dont des missiles, des obus, des bombes, 2 semaines avant de quitter la présidence. Et en rebond à la mort de Jean-Marie Le Pen, Thomas Soto, le journaliste, a demandé à Mathilde Panot si LFI était antisémite. Oh, on a fait tout un épisode. Non, mais... les médias. Bref, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi in real life, comme on dit. Avec Gaël, on part demain, on revient mardi prochain, comme vous le savez. Magnifique cadeau d'anniversaire que Gaël m'a fait de partir à New York. C'est quand même génial, putain. On va aller voir des comédies musicales. Vraiment, j'ai de la chance d'avoir une Gaël. Je vous souhaite d'avoir votre Gaël aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine. On reprend, on va essayer. Alors moi, j'ai la tournée qui s'imbrique, donc on va sûrement se retrouver la plupart du temps à des horaires comme celle-ci. Parfois, j'ai pas de date de tournée, on se retrouvera le soir si tu peux, tout, hein, comme à l'époque. Mais là, déjà, j'ai vu que c'est monté jusqu'à 110 personnes, 111 personnes, 120 personnes qui sont connectées. Ça fait trop plaisir. Merci d'être là. Merci à vous tous de nous suivre, de donner de la force. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. Comme l'a dit ce message en début d'émission, je comprends pas qu'une chaîne comme celle-ci, avec du contenu de qualité, puisse avoir si peu de vues et de likes. Alors allez-y, continuez de répandre la bonne parole. En tout cas, c'était un plaisir de dingue de vous retrouver. Merci 1000 fois, merci Dr H. Et on a la chance en plus d'avoir un médaillé de bronze parmi nous. Excusez-nous s'il vous plaît, médaillé de bronze. On est trop contents et trop fiers de toi. En tout cas, tu sais que tout le monde était en stress. On a tous suivi avec attention dans le Discord. Les cracks, ils étaient à fond. Merci à ma chérie Gaël Canicagnan pour cette réalisation de qualité. Ça fait tellement plaisir de retrouver de belles images. Oh là là, parce qu'on a eu les problèmes de son, les problèmes de attends, là je suis dans un café, donc tu vas peut-être entendre. Là, ça y est, retrouve un peu le game comme il se doit. Merci à Mani de pas être intervenu dans l'émission, ça fait plaisir ça aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.